Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin et heureux de recevoir Maître Panayota Kalantzis pour un nouvel épisode de Questions de preuve, un balado sur le droit et la justice par et pour les juristes, dont les objectifs sont de faire avancer la pratique du droit et favoriser l'accès à la justice. Ce balado est une production de Rivercast Media. En tant qu'avocat pratiquant depuis plusieurs années, j'ai appris par expérience plusieurs choses que j'aurais aimé connaître en tant que jeune avocat débutant dans la profession. Dans l'optique de rendre plusieurs informations et conseils accessibles à tous les avocats, nous avons confectionné plusieurs épisodes portant sur certains sujets pouvant poser de la difficulté dans la pratique de cette profession. Celui d'aujourd'hui portera sur l'interrogatoire préalable avec Panayota Kalantzis. Bonjour Panayota, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour, ça me fait plaisir. Évidemment, je suis accompagné par notre recherchiste extraordinaire, Sandrine Raymond. Salut Sandrine. Salut Hugo, bonjour Panayota. Bonjour. Alors, l'interrogatoire préalable, ça vient d'une demande de jeunes avocats là, qui suivent le balado, qui me disent « Bon, c'est beau la théorie souvent, Hugo, mais on voudrait en savoir un petit peu plus sur la pratique du droit elle-même. Et au niveau de la pratique du droit, ça fonctionne comment? Donc, avant d'aller en profondeur sur le sujet, je vous rappelle que notre balado est reconnu pour de la formation professionnelle continue par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires. Et visitez simplement la section formation continue du site rivercastmedia.com pour obtenir vos attestations. En ce qui concerne notre invité d'honneur, Sandrine. Donc, Maître Panayota Kalantzis est avocate associée au bureau de Montréal de Terrien Couture Jolicoeur et pratique majoritairement en responsabilité civile, professionnelle et en droit des assurances. Elle est trilingue. Elle défend les assurés de compagnies d'assurance québécoises, canadiennes et américaines et évalue la validité des couvertures d'assurance. Elle représente également des professionnels en responsabilité professionnelle, notamment dans le secteur immobilier, et traite des dossiers de responsabilité civile liés aux produits, fabricants, vices cachés, vices de construction et blessures corporelles. Panayota est reconnue pour son esprit stratégique, sa minutie et son leadership. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours avant d'atterrir chez Terrien Couture Jolicoeur? Certainement. Alors, mon parcours date d'il y a plusieurs années. C'est en 96 que j'ai terminé mon droit civil à l'Université d'Ottawa. Déjà là, c'est des points supplémentaires. Sandrine, moi, comme tout le monde le sait, on est des grands fans de l'Université d'Ottawa. Et j'ai tellement aimé l'université que je suis restée jusqu'à peu près 1997-98 où j'ai fait ma common law et également une maîtrise avec une thèse en médiation. C'est très intéressant et un peu précurseur à ce qu'on voit aujourd'hui dans le Code de procédure civile. Voilà, donc après ça, carrière débutée en litige, un plaisir, un amour pour le litige vraiment qui m'a surpris. Et je suis encore 25 ans plus tard, presque 25 ans plus tard, à traiter des dossiers. J'ai quasiment le goût de te dire, parle-nous de la médiation, mais non, le litige a pris le dessus. Je pense que ça serait pour un autre épisode. mais même si tu fais pas de médiation, on le sait tous parce que je suis un avocat de litige aussi, on fait pas nécessairement de médiation, mais dans la recherche des règlements pour nos clients, parce qu'on règle la plupart de nos dossiers avant de s'en aller à procès, on joue un rôle quand même de médiateur. Tu pourrais-tu dire que ça t'a aidé un petit peu aussi ta maîtrise à ce moment-là? Ou? Certainement, et je pense que tu as raison. Il est assez évident qu'aujourd'hui, tant les clients que le système de justice se fie beaucoup sur le règlement des conflits à l'amiable, peu importe la méthode qu'on utilise. Et pour ma part, le fait d'avoir fait la thèse, une instruction plus poussée sur les techniques, notamment de négociation, comment approcher les gens, garder un esprit ouvert, s'assurer que la partie adverse garde un esprit ouvert, je vous dirais que ça a vraiment été un outil que j'apprécie encore aujourd'hui. Quand on a évalué le sujet, Sandrine et moi, de l'interrogatoire préalable, moi, ça a fait un déclic immédiat dans ma tête parce que je connaissais une avocate qui fait, là, je vais dire 40 interrogatoires préalables par année. C'est peut-être plus, parce que 40, je me dis, coudonc, il y a 52 semaines dans une année, tu dois prendre ça, 12, 13 semaines de vacances. C'est à peu près ça. Fait que je dis, tu dois en faire au moins un par semaine, mais donc l'interrogatoire préalable, puis c'est un petit peu l'introduction là, du sujet que Sandrine nous a préparé, c'est crucial pour recueillir des informations essentielles et évaluer la crédibilité des témoins. Tu me diras si j'ai tort ou raison un peu plus tard. Il aide à organiser les preuves, découvrir de nouvelles informations et vérifier la cohérence des témoignages. Il peut encourager des règlements avant le procès, on en a parlé un petit peu, économiser du temps, des ressources, ainsi que réduire les surprises au procès, permettant une préparation juridique plus solide. Bref, c'est une étape fondamentale pour une administration équitable et efficace de la justice. Ça ressemble-tu à ça?
Ça ressemble à ça. Je pense que il y a certaines personnes qui ont une vision un peu différente de l'interrogatoire, c'est-à-dire que ça peut représenter un fardeau économique plus important en début de dossier, mais à mon avis, et pour avoir effectivement fait plusieurs interrogatoires et continuer à faire plusieurs interrogatoires dans une année, je considère que c'est un outil important. Mais je me trompe pas, t'en fais 40-50 par année. J'en ai facilement au moins 2 par semaine. Dans une journée, ça peut être back-to-back, comme on aime dire, mais effectivement, j'en fais plusieurs dans une année et ça peut ressembler à ça. Donc, avec toi, on va dévoiler les stratégies essentielles, les meilleures pratiques et les aspects juridiques incontournables pour exceller dans cette étape cruciale. Que vous soyez juriste expérimenté ou étudiant en droit, vous partirez avec des outils indispensables pour maîtriser l'art de l'interrogatoire préalable. Donc, avec toi, Panayota, on va décrire un petit peu le droit applicable à l'interrogatoire pour un volet, disons, plus théorique. Et ensuite, tu vas répondre à certaines de nos questions en fonction de ton expérience et ta pratique pour justement le volet plus pratique. Donc, comment ça fonctionne en vrai, l'interrogatoire. Si on commence rapidement, c'est quoi l'interrogatoire préalable, Panayota? Régi par les articles 221 à 230, on est chanceux, 10 articles, ça va vite, du Code de procédure civile. Ça nous dit grosso modo, c'est une procédure judiciaire au cours de laquelle les avocats posent des questions à un témoin ou à une partie sous serment en dehors d'une salle d'audience. Cette étape est qualifiée de procédure exploratoire, permet de recueillir des informations, évaluer la crédibilité des témoins et de préparer des stratégies de procès. Elle aide à défricher les circonstances, déterminer la position juridique et décider s'il est préférable de poursuivre la cause ou de régler avant l'audience et le procès. Ce qu'il faut savoir, qu'il y a 2 types d'interrogatoire, interrogatoire écrit, interrogatoire oral. Il y a des distinctions entre les deux, ça va. On parle plus d'interrogatoire oral aujourd'hui. Le code de procédure, est-ce que ça t'aide? Je pense pas nécessairement là, dans la gestion de tes interros. Bien, je crois que le code de procédure doit être un outil qui doit être considéré dans l'élaboration du protocole, savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais effectivement, quand on va parler de l'interrogatoire et suivant ta description, en bout de ligne, pour moi, c'est une occasion de tester la crédibilité de la théorie de la cause. En fait, tester sa propre théorie de la cause. OK, donc la tienne. Oui. Là, je ne veux pas m'avancer sur la deuxième section. Je t'ai bien averti, on commence par la théorie en premier. Mais donc, ce que tu recherches, c'est de voir ta théorie de la cause que tu as élaborée lorsque tu as reçu le dossier avec l'opinion initiale. Et là, tu dis, bon, là, on va tester, voir comment loin on peut s'en aller dans cette théorie-là. Est-ce que la crédibilité des témoins, c'est quelque chose que tu évalues à ce stade-là? Tu vas l'évaluer dès le début et absolument, c'est une occasion de voir comment la personne va répondre, une occasion de voir quel est le degré de souvenir de la trame des événements. C'est vraiment une belle opportunité de voir quels seront les défis auxquels on fera face pour se rendre jusqu'au bout, que ce soit une négociation ou que ce soit une instruction, donc un procès. OK. Donc, si on commence au niveau procédural immédiatement, on fixe ou on détermine comment les interrogatoires? La première étape, c'est effectivement déterminer qui on va interroger, quand, comment, combien de temps. Donc, cerner qu'est-ce qu'on recherche pour ensuite identifier les témoins qu'on a besoin et dont on aimerait avoir devant nous. Puis on le prévoit au protocole de l'instance. On le prévoit au protocole de l'instance. Il y a évidemment des restrictions au niveau du protocole de l'instance quant à la durée, dans quelles circonstances on peut interroger. Donc, rappelons-nous que nous avons des limites au niveau du montant en litige. Alors, s'il est inférieur à 50 000, on ne peut pas prévoir un interrogatoire. Dans le protocole, il faut faire attention à quelles sont les restrictions du code. Alors, effectivement, quand tu as mentionné plus tôt que c'est les articles 221 à 230 du Code de procédure civile qui nous guident, ça, je disais, il faut quand même garder à l'esprit quels sont les paramètres législatifs qui s'offrent à nous. Combien de personnes? Il y a un défendeur qui est une compagnie numérique. On veut interroger les 3 administrateurs. On peut-tu faire ça? Plus compliqué de faire 3, certainement 1. Okay. Je pense que la clé, c'est d'identifier la personne qui a le plus d'informations et qui pourrait avoir la plus d'informations. Ça, c'est intéressant parce que ça exige une certaine collaboration avec la partie adverse, donc soit directement avec la partie ou l'avocat qui représente la partie adverse, ce qui, de toute façon, est fortement suggéré par le code. De toute façon, si c'est pas dit directement qu'il faut collaborer avec nos confrères. Et une fois qu'on identifie la personne, si on se rend compte ultimement qu'elle n'est pas en mesure de répondre aux questions, bien, lors de l'interrogatoire, je pense que c'est important de le noter, que ça va prendre un autre témoin. Pour avoir collaboré dans des dossiers avec toi aussi dans le passé, je sais que tu es très téléphone. Donc, quand tu parles de collaboration protocole, toi, tu
tu lèves le téléphone. C'est pas nécessairement un courriel, puis un autre courriel, puis un autre courriel. Tu essaies de gérer ces affaires-là directement. Il est certain qu'aujourd'hui, les gens sont vite sur les courriels. Ça fait partie de la pratique quotidienne, mais j'estime que le téléphone demeure quand même, ou la possibilité de discuter de vive voix avec quelqu'un change tout le parcours du dossier. C'est même, je dirais, trop souvent négligé. Et s'il y a une chose à retirer à ce niveau, c'est oui, le téléphone, c'est notre ami. Et oui, il faut essayer de parler à la partie adverse. Moins de 50 000, pas d'interrogatoire. Les affaires inférieures à 100 000, durée limitée à 3 heures, peut être prolongée jusqu'à 7 heures. Bon, on demande des autorisations à la cour. Il y a aussi, si on veut interroger d'autres personnes, on procède par avis de gestion. Oui, certainement. Alors, au niveau de la durée, c'est sûr que pratico-pratique, les avocats ont tendance à s'entendre. On va être parfois confronté avec des confrères qui vont minuter la durée de l'interrogatoire, ce qui est quand même exceptionnel dans ma pratique à tout le moins, parce que généralement, on s'entend bien que ça prenne une demi-heure de plus ou une demi-heure de moins. Je pense que c'est pas vraiment le but de l'exercice. Les avocats sont généralement ouverts à prolonger la durée, mais techniquement, oui, le code prévoit des durées limitées. 229 du code de procédure civile. Voilà. Et puis, si on veut interroger d'autres personnes, oui, un avis de gestion est une bonne façon de le faire. Encore là, ça revient à la collaboration. Par moment, c'est un appel qui va faire toute la différence pour dire pourquoi on aimerait interroger une deuxième personne. Sinon, dans le protocole, on peut prévoir l'interrogatoire d'un tiers. Oui, l'interrogatoire d'un tiers. D'un tiers ou d'un second représentant en le motivant. Parfait. Ben, le tiers, on a besoin de l'autorisation du tribunal, mais en fait, pour pouvoir envoyer ce subpoena-là, mais un deuxième représentant, ça peut être convenu directement au protocole, c'est ça? Ouais. Puis le tiers peut être pas nécessairement un représentant, mais pourrait être un employé de la société. Donc là, on est un peu dans la zone entre les deux, mais on le prévoit au protocole. Normalement, ce que tu me dis, c'est que ton confrère ou ton collègue va simplement appeler ce témoin-là puis dire, tu te présentes-tu à l'interrogatoire de cette journée-là? Et encore là, avec le nombre d'interrogatoires que j'ai eu à réaliser à travers les années, je me suis rendu compte que même un tiers, parfois, c'est une simple collaboration qui n'exige pas du tout un subpoena. Ça dépend un peu de la volonté de la personne en question. Puis à l'inverse, quand quelqu'un veut interroger plusieurs de tes clients, tu fonctionnes comment? Tu demandes pourquoi tu veux en faire un deuxième, ou tu dis, tu devrais pas interroger Hugo, il en connaît moins que Sandrine. Est-ce que tu le fais, ces choses-là? Oui, je pense qu'il faut suggérer un témoin. Okay. Je pense que stratégiquement, il faut connaître ces témoins, il faut connaître les gens qui seront appelés à témoigner dans le cadre de notre dossier. Et dans la mesure où on est conscient qu'un témoin, bien que de bonne foi, s'exprime mal, faut pas faire par exprès pour le suggérer. Alors, il y a des stratégies à employer à ce niveau-là. C'est d'avoir pris le temps de discuter, de voir un peu les réactions de nos clients, les représentants de nos clients, les employés notamment, voir comment ils vont réagir à des situations. Okay. Donc, tenter de fortement suggérer à la partie adverse que le bon témoin serait X personne pour X raison, et donc se mettre dans une position un petit peu moins délicate. 221.1 du Code de procédure civile. L'interrogatoire préalable à l'instruction, qu'il soit écrit ou oral, peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent. Il peut également avoir pour objet la communication d'un document. Il y a plein de choses là-dedans. Mais ce que je veux parler immédiatement avec toi, c'est tous les faits se rapportant au litige. Tu te souviens avant le nouveau code de procédure, je ne sais même plus pourquoi on l'appelle. C'est plus le nouveau code. On l'appelle encore, effectivement, le nouveau code. Mais avant, c'était limité aux allégués de la demande introductive d'instance, le préalable. Aujourd'hui, c'est tous les faits pertinents. Fait que si on parle de vice caché, je peux demander quelle école t'es allé au primaire? Bien, à un moment donné, il y a aussi une notion d'expédition de pêche. Okay. Et je ne veux pas utiliser le mot pertinence parce que trop souvent, les avocats vont dire pertinence, il faut que tu répondes. Ouais. Ils sautent sur cette occasion à cause justement des dispositions du Code de procédure civile. Mais je pense qu'il faut quand même avoir un lien avec le dossier. Il faut se comprendre qu'on a une durée limitée et c'est là où l'avocat peut justement soulever garde. Vous avez un certain nombre de temps. Si vous jugez pertinent de poser des questions sur l'instruction au primaire pendant 1 heure de temps, c'est votre privilège, mais vous allez sûrement perdre du temps très important à la fin. Alors, il y a une question de stratégie. Il y a toujours des questions introductives, mais à un moment donné, il faut, si tu me permets cette façon de parler, il faut clencher, il faut arriver au nœud. C'est drôle, j'ai jamais pensé à ça. C'est vrai que la limite de temps fait que tu peux peut-être te concentrer un petit peu plus. Mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu vas le dire? Je veux dire, posez les questions que vous voulez, mais c'est limité dans le temps? En fait, c'est très rare en ce qui me concerne parce que je crois vraiment à la collaboration. Puis, on a le dossier qu'on a. Alors, à un moment donné, les éléments de preuve vont sortir. Il faut savoir où on s'en va.
Et ça, on s'en parlera, mais il faut vraiment savoir où on s'en va. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut contrôler comme information, qu'est-ce qu'on veut contrôler comme communication de documents, et donc se préparer à l'avance au type de questions qu'on va avoir. Fait que quand l'avocat de la partie adverse décide de passer 1 heure sur l'instruction, que ce soit toute la formation académique, même professionnelle, et là, on se rend compte que la dernière demi-heure, ou ce qui devait être la dernière demi-heure, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'il y a une façon polie, respectueuse de dire est-ce que vous avez remarqué que ça fait 2 heures, on peut prendre une pause, mais on ne passera pas la journée ici. 221.1, on est encore dans tous les faits se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent. Là, on pourrait penser aux engagements. Sans rentrer dans une analyse approfondie des termes utilisés par le législateur, je pense que là, on va aller chercher non seulement les faits, mais on va aller chercher les faits qui sont au soutien de ces faits-là. Okay. Et je ne sais pas si c'est clair dans mon expression là, de comment le dire, mais essentiellement, on explore. Puis on demande des engagements et il peut également avoir pour l'objet la communication d'un document. Là, j'imagine que communication d'un document c'est aussi prévu dans le protocole. Là. Donc, tu ne fais pas nécessairement un interrogatoire pour obtenir des documents. C'est un peu comme une conséquence de l'interrogatoire d'obtenir des documents, mais sinon, s'il y a des documents que tu sais que tu veux avant, tu le prévois au protocole puis tu demandes ça. Alors, effectivement, de mémoire, c'est l'article 16 du protocole là, qui prévoit la communication de documents et je pense qu'il faut le faire à l'avance. Et on va le traiter sous forme de préengagement parce qu'il y a également une section dans le protocole qui fait référence à des préengagements qu'on peut énumérer. Alors, faire cet exercice à l'avance permet justement de rester concentré et de cerner l'interrogatoire sur ce qui est le plus important, le plus crucial. Donc, moi, je dis que l'obtention de documents, à mon avis, devrait se faire avant, dans la mesure du possible. Et donc, lors de l'interrogatoire, pouvoir confronter le témoin avec les documents le cas échéant. On peut toujours en demander d'autres, c'est le sens d'un engagement, mais le gros tri, à mon avis, se fait quand même en début de dossier. On n'attendra pas à l'interrogatoire pour commencer à demander des engagements. Exemple, le curriculum vitae du témoin. Okay. On a intérêt à l'avoir avant, comme ça on peut préparer le devis d'interrogatoire en fonction de la personne qui va s'asseoir devant nous. On va le savoir à l'avance. Oh, déjà un mot, devis d'interrogatoire pour la deuxième section. Je pense que Sandrine, on a eu une petite discussion 280 alinéa 2, questions suggestives, là, bon, quel genre de questions qui peuvent être posées. Donc, normalement, la personne qui est devant toi a des intérêts opposés. Le fameux 227 que j'adore utiliser à procès. Appelez-moi, chers collègues, si vous voulez savoir comment moi je l'utilise. Mais donc, dès qu'il y a une partie qui a des intérêts opposés, qu'elle soit ton témoin ou non, si elle a des intérêts opposés, tu peux lui poser des questions suggestives. Maintenant qu'on sait qu'on a le droit, est-ce que tu fais encore des qui, quand, comment, pourquoi? Ou tu vas directement, je comprends que, oui ou non? Faudrait pas que je divulgue toutes mes stratégies pour avoir un impact sur mes dossiers, mais je pense que, encore là, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut rechercher de l'interrogatoire. La question suggestive, sur un point très précis, je pense, est très utile. Il faut l'utiliser, il faut exploiter cette ressource, mais l'interrogatoire préalable, c'est un préalable, ça te permet quand même d'aller chercher de l'information beaucoup plus générale, qui entoure la trame des événements. Donc, la question objective, quant à moi, demeure également intéressante parce que ça donne une occasion aux témoins de fournir beaucoup d'éléments de preuve qui sont pas nécessairement directement reliés aux allégations de la demande, mais qui te permettent par après de voir à quel point la trame des événements et le souvenir est solide. Donc, on va aller chercher des informations qui vont nous permettre d'évaluer la crédibilité du témoin. Et je pense que c'est là l'intérêt d'avoir des questions larges, ouvertes, versus les questions suggestives. OK. Donc, il y a un mix des deux dans ta préparation. Il y a un mix des deux et je pense qu'il faut bien écouter. Il faut bien écouter les réponses, donner l'occasion au témoin de parler. Trop souvent, on ne laisse pas le témoin élaborer. Quand le témoin élabore et si on écoute, normalement, on va aller chercher des éléments de preuve qui vont nous aider soit à défendre notre cause, soit à démontrer que la partie adverse n'est pas en mesure de remplir son fardeau de preuve. C'est sous-estimé, je pense. La question objective, ouverte, sous-estimée. Laisser les témoins parler. En pré-entrevue, Sandrine, tu te souviendras que Panayota nous a dit combien de fois écouter les réponses. Prendre des notes. Mais il faut pas être distrait par la prise de notes parce que ça dépend évidemment de chaque professionnel, mais prendre des notes, ceux qui sont vraiment avec le crayon ou le clavier, peu importe,
Il y a trop de concentration sur qu'est-ce qu'on va écrire au lieu de vraiment écouter ce qui est dit. Et en fait, le premier interrogatoire que j'ai fait quand j'ai commencé ma pratique, ma vraie pratique, comme j'aime dire, je prenais beaucoup de notes pour me faire dire essentiellement, écoute, au début, je comprenais pas vraiment le sens de ce commentaire, mais aujourd'hui, je le vois et ça a vraiment fait une différence. Mais c'est un peu le réflexe étudiant aussi. Oui, puis tu ne vas pas manquer quelque chose, mais la réalité, c'est que tu as les transcriptions scénographiques et tu vas les recevoir, tout est enregistré. Alors, tu as manqué quelque chose. Si tu manques quelque chose parce que tu es en train d'écrire ta note, tu peux pas passer à ta prochaine question, tu peux pas poursuivre sur cette lignée. Alors, tu perds une occasion. On continue avec le code, mais encore l'article 221, alinéa 2 et 3. Le fameux qui, là, on en a touché un petit peu tout à l'heure. Outre les parties, peuvent aussi être interrogées. Donc, outre les parties, donc quand on a une société, c'est les administrateurs. Sinon, quand c'est des personnes physiques, ce sont les personnes physiques elles-mêmes. Mais le représentant, l'agent ou l'employé, la victime ou tout autre impliqué dans le fait générateur du préjudice, lorsque la demande en justice invoque la responsabilité civile d'une partie, ça, je sais que tu en fais. Qui d'autre peut être interrogé? La personne pour laquelle une partie agit comme administrateur du bien d'autrui. On voit ça un peu moins souvent, là. La personne pour laquelle elle agit comme prête-nom ou de qui elle tient ses droits par cession, subrogation ou à autre titre analogue. Sinon, toute autre personne peut être interrogée avec son consentement. On en a parlé tout à l'heure, donc finalement, c'est l'avocat qui lève le téléphone et dit « Tu veux-tu venir être interrogé? » Et celui de l'autre partie, ou sur autorisation d'un juge, on en a parlé aux conditions que celui-ci précise le mineur ou le majeur inapte ne peut être interrogé sans une telle autorisation, celle du juge. Si on revient au deuxième point, la victime et toute personne impliquée dans le fait générateur du préjudice lorsque la demande en justice invoque la responsabilité civile d'une partie. Donc là, je comprends que tu pourrais poursuivre le propriétaire d'un immeuble, mais le locataire est tombé, fait qu'on pourrait interroger la partie, disons que le locataire là, qui est tombé dans les escaliers, disons. Oui, je peux pas développer plus que ça, effectivement. On va aller interroger la personne qui représente le mieux la partie adverse, et ça peut être un employé, ça peut être un tiers, comme on disait, une personne non liée à la société. Au niveau des autorisations du juge, t'en fais, c'est courant, c'est... C'est plus ou moins courant ce qui me concerne, c'est-à-dire que c'est pas un défi que j'ai eu, normalement encore là, avec la collaboration, et si on s'explique, on fait savoir à la partie adverse pourquoi on a besoin d'interroger quelqu'un, ça va bien, mais l'autorisation comme telle, ça va assez bien. Il faut démontrer au tribunal pourquoi cette personne devrait être interrogée. La pertinence, là, mais je sais pas utiliser. C'est ça, j'aime pas ce mot, c'est vrai, je l'aime pas du tout, mais, mais la réalité, c'est qu'il faut démontrer l'intérêt d'avoir cette preuve-là avant l'instruction. Et pourquoi ça peut changer le sort du dossier, les prochaines étapes. Parce qu'interroger un tiers, par exemple, qui n'est pas une partie, mais qui est au courant d'un élément très important, bien, ça peut permettre soit une discussion qui mènera à une négociation, soit un désistement, soit une modification même, pas juste en défense, mais une modification de la poursuite pour soit augmenter, diminuer les dommages réclamés. Voilà. Je fais pas une blague quand je dis que Sandrine, c'est notre recherchiste extraordinaire. Elle nous a soulevé une exception de l'article 587 du Code de procédure civile qui est en lien avec les actions collectives. Donc, ceux qui font de l'action collective de reconnaître ça. 587, une partie ne peut soumettre un membre de l'action collective autre que le représentant ou un intervenant à un interrogatoire préalable. Elle ne peut non plus interroger un témoin hors de la présence du tribunal. Donc, il y a des exceptions qui s'appliquent au niveau de l'action collective. Je sais que tu n'en fais pas, mais je pense que c'était super important de le mentionner. Je te lance la balle, Sandrine, pour un peu la suite. Je me demandais, puisque c'est quand même large sur ce qui peut être posé comme question, qui peut être interrogé, est-ce que le contenu de l'interrogatoire est confidentiel? Oui, il est. Alors, effectivement, c'est la Cour suprême du Canada qui nous a bien indiqué en 2001 que dans l'affaire de Lac d'amiante contre 28580702 Québec Inc., il faut se comprendre qu'entre collègues, on fait tout simplement référer à Lac d'amiante. Mais effectivement, cette jurisprudence fait en sorte que l'interrogatoire est confidentiel. Il ne peut être utilisé sans le consentement de la personne interrogée ou l'autorisation de la Cour, mais il faut faire attention. On va parfois le voir, l'utilisation de l'interrogatoire dans un autre dossier, par exemple lorsqu'il y a une jonction d'instance. Alors, deux dossiers civils distincts, un interrogatoire dans un et on le verse essentiellement l'interrogatoire dans l'autre parce qu'il y a une jonction des deux dossiers. Ça, c'est un exemple où on va voir verser quelque chose qui est normalement confidentiel. Évidemment, la partie qui se fait interroger peut envoyer l'interrogatoire ou les transcriptions scénographiques à ses conseillers juridiques ou ses experts qui nécessairement vont se pencher sur l'interrogatoire. Et la partie qui interroge va pouvoir également prendre cet interrogatoire-là et l'envoyer à ses experts pour justement pouvoir compléter son analyse et émettre une opinion le cas échéant. C'est important de noter, dans l'acte d'amiante, ils l'ont prévu, cette règle s'applique pendant et après l'instruction.
pour l'information obtenue lors d'un interrogatoire préalable qui ne sert pas à l'instruction et qui ne serait pas autrement accessible au public. Ça fait beaucoup de sens. La Cour suprême est très judicieuse quand elle a dit ça. Il y a des éléments dans un interrogatoire qui sont personnels ou probablement personnels, c'est un petit peu ça la question que tu te posais, Sandrine, qui sont probablement personnels aux gens et ça peut ressortir à l'interrogatoire, donc qui sont pas autrement accessibles au public. Ça devient quelque chose qui est normalement protégé et confidentiel. Je trouve que ça fait bien du sens. Et je pense qu'il faut le rappeler parce que lorsqu'on interroge une partie adverse, on va avoir l'occasion de transmettre l'interrogatoire à notre client qui peut d'ailleurs participer à l'interrogatoire, écouter activement sans dire quoi que ce soit. Et cette communication de l'interrogatoire à notre client, faut le rappeler que c'est confidentiel. Fait qu'il faut pas que notre client pense que, oh oui, je peux prendre ça, puis surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, commencer à publier des portions ou référer à cela. Je sais que tu l'as mentionné, mais juste repréciser un peu. Donc, tu as dit, ça peut être utilisé, entre autres, quand il y a des jonctions d'instance, l'autorisation du tribunal, mais l'acte d'amiante aussi, puis je pense très judicieusement d'ailleurs, un interrogatoire préalable ne peut être utilisé dans une autre instance sans le consentement de la personne interrogée ou l'autorisation de la Cour, ça va, à moins que ce soit démontré nécessaire pour la justice. Toutefois, une bonne gestion des dossiers, le tribunal peut permettre l'utilisation d'un interrogatoire dans une autre instance, surtout si les deux dossiers pourraient être entendus ensemble, c'est ce que tu as dit. La personne interrogée peut communiquer l'interrogatoire à qui elle veut, notamment son expert, tu l'as aussi mentionné, mais pour que le témoignage de l'expert soit probant, les faits de l'interrogatoire doivent être mis sans preuve légalement. Évidemment, ça change pas le fait que, là, s'il te plaît, je peux encore le dire dans un balado, tout est question de preuve. Tu avais mentionné qu'il y avait 2 types d'interrogatoires. Donc, pour ce qui est de l'interrogatoire écrit, comment est-ce que ça fonctionne? Bonne question. Alors, l'interrogatoire écrit, ben, le mot le dit, c'est écrit. Il faut essentiellement préparer une demande à notre confrère ou la partie elle-même, si elle se représente seule, pour lui demander de répondre à des questions entre 15 jours et 1 mois. C'est l'article 223 du Code de procédure civile, alinéa 1, qui le prévoit. Et là, il y a des précisions sur le type de questions. Donc, on va s'entendre, c'est pas des questions à développement. Il faut des questions qui sont claires, précises, succinctes, pour que le témoin sache exactement à quoi il doit répondre. Ça dit 223.2 de manière que l'absence de réponse puisse être interprétée comme une reconnaissance par la partie ou la partie interrogée des faits sur lesquels elle porte. C'est pas super compliqué, là, clair et précis. Je l'utilise dans mes dossiers parce que souvent, entre autres au niveau de la communication de documents ou des fois aussi pour permettre à accélérer un processus, je le fais dans le cas des interrogatoires après jugement. Tu sais, quand on veut interroger la partie sur les biens qu'elle possède, mais je comprends que dans ta pratique à toi, c'est pas quelque chose que tu utilises couramment. Bon, alors, quelques petits commentaires là-dessus. Sur l'interrogatoire écrit, dans la mesure où on ne répond pas à une question, oui, ça peut être interprété comme négativement. Toutefois, il faut se rappeler que le tribunal peut évidemment renverser cette situation-là. Alors, on peut en faire la demande au tribunal. Cela étant dit, moi, je ne trouve pas que l'interrogatoire écrit est particulièrement intéressant lorsqu'on est avant procès. Je trouve que c'est un exercice qui est long. Je trouve que c'est un exercice qui prend beaucoup de temps parce qu'on doit envoyer l'interrogatoire écrit au client qui souvent, même si les questions sont simples et claires, ne les comprend pas. Après ça, il nous demande de les remplir. On se met dans une situation qui est un peu inconfortable. Il ne faut pas répondre pour le témoin. Le témoin a le vocabulaire et sa façon de répondre aux questions qui n'est pas nécessairement claire. Alors, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Et qui n'est pas nécessairement celle de l'avocat qui va l'accompagner à côté puis dire... Alors que si on est en interrogatoire oral, le témoin répond à la question. Si l'avocat ne comprend pas, il dit « Malheureusement, je comprends pas votre réponse. » Et si ça détériore, ben on est dans une position de dire « Écoutez, le témoin a le vocabulaire qu'il a. Il faut respecter la façon dont le témoin s'exprime. » Alors que sur papier, ça devient un peu compliqué et là, on peut être interpellé par le client, dire comment je réponds à ça. Et je pense qu'il faut faire très attention à l'intégrité professionnelle et s'assurer qu'on reste dans les paramètres de ce qu'on a le droit de le faire. Et je pense pas que c'est à l'avocat de répondre aux questions. Et parfois, c'est évident que c'est l'avocat qui a répondu aux questions et c'est pas le témoin. Mais dans le contexte après jugement, pour aller chercher des éléments, comme tu mentionnais tantôt, où c'est vraiment assez facile là, et direct, ça, je pense que oui, ça peut aller très rapidement. Et ceux qui font de plus en plus d'exécutions avec les huissiers, évidemment, je pense que c'est une bonne technique. Je peux dire que notre juge en chef n'est pas d'accord avec toi, dit que les interrogatoires écrits sont sous-utilisés. En fait, c'est tellement peu dans nos mœurs. Je pense que de plus en plus, on verra, mais... Ça, c'est intéressant. Puis si tu me permets, je reviens là-dessus parce que le commentaire m'interpelle un peu. L'interrogatoire préalable donne vraiment une occasion de saisir la crédibilité
qualité du témoin. Savoir avant le procès comment le témoin va réagir à des situations, savoir avant le procès comment le témoin s'exprime, le vocabulaire, le niveau d'instruction, ce sont des éléments qui peuvent être essentiels dans la préparation d'un procès et dans la négociation du dossier dans un sens ou dans l'autre. L'interrogatoire écrit enlève tout ça. Ne permet pas ça. Okay. Alors, si le but recherché, c'est d'accélérer le processus pour se rendre soit à un jugement, soit une négociation, règlement à l'amiable, bien, je suis pas convaincue que l'interrogatoire écrit va nous donner suffisamment d'éléments. Je comprends l'idée de dire, bien, si vous le faites par écrit, un avocat, ça soit 1 heure, réfléchis à ce qu'il a besoin comme information, mets ça sur une feuille de papier, envoie ça à un avocat, puis attends le retour. Dans ce sens-là, je peux comprendre qu'il y a peut-être une certaine efficacité associée à l'interrogatoire écrit. Mais encore là, à date, à tout le moins, mon expérience veut que on reçoit parfois des réponses qui, essentiellement, sont soit pas claires, ambigu par exprès, manque de précision, on répond pas directement à la question. Alors, qu'est-ce qui arrive? Si le témoin répond pas directement à la question, on va faire quoi? On va réécrire au confrère en disant, la question 2A, malheureusement, votre client n'a pas répondu. Et là, il va dire, maître, il a répondu. Et là, on n'est pas avancé. Et là, tu dis 225. Hein? Faute par votre client de répondre à la question 2A qui lui a été posée. Donc, les faits sur lesquels porte l'interrogatoire sont alors tenus en ce qui la concerne pour avérer. 225.1. Fait que là, évidemment, ce que je comprends, c'est que là, tu t'embarques dans un débat parce que tu vas lui répondre ça, puis il va dire non, ta question n'était pas claire. Là, les options sont quoi? Interrogatoire oral, c'est ça? Et là, comment tu fais pour contredire le témoin? C'est-à-dire que tu obtiens des réponses et tu sais qu'il y a des contradictions, soit avec un élément de preuve, donc un contrat, je sais pas, une déclaration solennelle qui a été faite, et tu fais quoi? Tu es donc pris avec 2 éléments. Il faut que tu fasses une procédure, alors que lors d'un interrogatoire préalable oral, tu peux ressortir le document. Tu vas dire, voici, vous dites ça, voici ce qui est dans le document, le contrat X. Qu'est-ce qui est vrai? Donc, on ouvre peut-être une boîte de Pandore. Je vais relire 225 au complet. Là. Faute par la partie ou la personne interrogée de répondre aux questions qui lui sont posées, les faits sur lesquels porte un interrogatoire sont alors tenus, en ce qui la concerne, cette question-là, pour avérer. Néanmoins, le tribunal peut, et voilà, le fameux avis de gestion, pour raison valable, relever la partie ou la personne interrogée de son défaut et lui permettre de répondre aux conditions qu'il juge à propos. Il peut aussi poser toute autre question jugée nécessaire et pertinente auxquelles la partie ou la personne interrogée doit répondre, sans quoi les faits sur lesquels elle porte sont aussi tenus pour avérer. Donc, c'est quasiment un peu, même à la limite, dangereux pour la personne interrogée d'accepter de se soumettre à un interrogatoire écrit. Et là, je vois que tes yeux s'en vont vers le ciel. Ben c'est ça, faire partie du balado question de preuve. Moi, ça me pop dans ma tête, puis je pose la question. Récemment, j'ai un client qui reçoit une demande. Et il répond donc aux questions. Ça ne donne rien de plus, ça ne donne rien de moins. Il fallait certainement prévoir ce budget-là et informer le client qu'on va procéder par un interrogatoire écrit, ça va être plus rapide. En réalité, j'ai encore les réponses dans mon dossier. Parce que il y a quelqu'un qui a dit, je m'objecte à cet interrogatoire écrit. L'avocat a fait tout ça, a envoyé un huissier. Et je reviens à la case de départ. Quel est l'intérêt et qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est le souci de faire avancer le dossier? Je dis pas qu'il faut pas les faire. Il faut simplement bien évaluer qu'est-ce qu'on recherche et être réaliste à ce niveau-là. OK, fait que t'es pas contre. Tu sembles pas me dire que c'est moins cher ou plus cher. Mon réflexe aurait été immédiatement, ah non, l'interrogatoire est plus cher, mais la préparation est complètement différente. Puis si on prend le processus complet, global, donc c'est-à-dire de la préparation et de la personne qui va recevoir l'interrogatoire avec son avocat, au bout de la ligne, il n'y a peut-être pas d'économie réelle. Parce que je prends pour avérer que l'avocat qui va rédiger une série de questions, il va prendre le temps de réfléchir à cette série de questions-là. Donc, c'est pas juste dire de prendre 20 minutes pour écrire 10 questions puis arrêter là. Panayiotta, je sais que tu brûles d'envie de nous dire comment ça fonctionne au niveau pratique. La nécessité, le nombre, la durée anticipée, la partie qui entend procéder à l'interrogatoire doit informer l'autre partie au moins 5 jours avant l'interrogatoire oral. Effectivement. Alors là, on prend pour avérer qu'on a prévu au protocole cet interrogatoire. On a fixé une date. Il faut que l'interrogatoire se réalise. Alors, on communique avec l'avocat, évidemment, de la partie adverse. On a fixé la date. On a un sténographe officiel qui est retenu. Et là, se poser la question, qui va retenir ce sténographe? Parce que trop souvent, les interrogatoires vont être rapportés parce que quelqu'un a oublié de le faire ou il y a un malentendu là-dessus. Et ça, c'est coûteux comme exercice. Et on s'installe de plus souvent maintenant en visioconférence. Il y a encore des gens qui aiment faire ça en personne. Moi, j'ai aucune difficulté à faire ça en visio.
Ça prend encore là une certaine aisance avec la technologie pour pouvoir aller d'un document à l'autre ou exhiber des documents. Et voilà. 148. Donc, la partie qui entend procéder à l'interrogatoire doit informer l'autre partie au moins 5 jours avant l'interrogatoire oral, puis préciser la raison de la convocation, la nature, l'objet, le moment et le lieu de l'interrogatoire. Moment, lieu. On prévoit ça au protocole. On refait pas une autre demande 5 jours avant l'interrogatoire auprès de la personne interrogée. Ça vise pas les gens qui sont prévus au protocole. Moi, j'en fais pas. Je ne connais pas des avocats qui le font. C'est déjà prévu. Alors, quand vient le temps, quelques semaines avant, on s'assure de la disponibilité, que ça fonctionne toujours, que l'avocat n'a pas eu une convocation de dernière minute qui fait en sorte qu'on a un problème. Et voilà. Puis ça, c'est l'article 226, alinéa 1 du Code de procédure civile. Si on s'entend pas sur la date, le lieu, le jour... Avis de gestion. Le tribunal a cette possibilité d'intervenir. En fait, on peut faire appel à la Cour pour qu'elle détermine non seulement les paramètres de l'interrogatoire, mais l'ampleur de cet interrogatoire-là. Qu'est-ce qui fera l'objet de l'interrogatoire? Quels seront les sujets abordés s'il y a une mésentente entre confrères sur ce sur quoi l'interrogatoire va porter? Puis, si je ne m'abuse, je crois que c'est l'article 158, alinéa 1, paragraphe 3 du Code de procédure civile qui prévoit que le tribunal peut prendre de telles mesures à titre de mesures de gestion. Oui, et ça, je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Trop souvent, on oublie qu'on peut faire appel à quelqu'un. Ça sert à rien de passer 4 heures au téléphone ou à s'échanger 50 courriels pour se disputer sur quel témoin, la portée de l'interrogatoire, la durée de l'interrogatoire, si on prévoit que ça va dépasser les paramètres de ce qui est prévu au code. Un avis de gestion, c'est assez simple et vous exposez votre position, c'est fait. Le plus long, c'est attendre notre tour lors de l'appel du rôle. Les praticiens qui nous écoutent là, le savent tous. C'est quoi la réponse à la prochaine question, mais je te la pose quand même. C'est pas prévu au protocole, puis finalement, tu dis « Oh merde, il faudrait bien que j'interroge cette partie-là. » On fait quoi? L'avis de gestion? Oui, l'avis de gestion. OK. Mais il y a une exception. Par exemple, si la modification porte sur les délais convenus ou sur des éléments propres à faciliter le déroulement de l'instance, sauf à respecter les décisions spécifiques du tribunal, bien dans ce cas-là, je crois que c'est pas nécessaire. En fait, qu'est-ce qui arrive? C'est tout le temps le souci du protocole. Donc, qu'est-ce qui est prévu au protocole? Est-ce que ça va influencer sur le délai ou pas. Donc, moi, je suggérerais pas à quelqu'un, si ça n'a aucune influence sur les délais, de refuser un interrogatoire de son client si ça n'avait pas été prévu au protocole. Mais on peut se faire dire combien de reprises que le protocole, c'est le contrat judiciaire entre les parties et qu'il y a certains juges, je peux en nommer un, qui disent que c'est la fin du monde, le protocole de l'instance, et il doit être respecté. Donc, il faut procéder par modification du protocole. En fait, oui. Le protocole de l'instance, si les gens le prennent à la légère, au moment de le remplir, de le préparer, de le signer, ils peuvent se trouver avec un problème et confronter à un problème parce que c'est effectivement un contrat judiciaire. Alors, il y a une réflexion qui s'impose en début de dossier. Quand on est en défense, si on va avec l'ancienne école, on dit on a le temps, on va faire avancer tranquillement le dossier, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Il faut, dès le début, bien établir sa théorie de la cause, savoir où on s'en va, qui on veut interroger, et ça peut évoluer, et c'est sûr que ça va évoluer comme tout dossier. Mais il faut prévoir ces étapes-là, dont l'interrogatoire, que ce soit écrit ou oral. Ça m'amène à te poser cette question-là. Si jamais tu as prévu l'interrogatoire, finalement tu dis « je le fais pas », est-ce que tu as renoncé à ton droit d'interroger ou encore une fois un avis de gestion puis tu réexpliques tout ça? Qu'est-ce que tu ferais? Bonne question. Moi, je ferais un avis de gestion. Normalement, quand j'ai décidé que c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Okay. Ça devient évident. Dans le cas de doute, je le fais. OK. Mais dans tous les cas, tu le prévois au protocole puis tu poses les questions peut-être un peu plus tard, voir si... Alors, là, je suis très transparente et je le suis avec mes confrères. Dans le protocole, j'essaie de prévoir le plus possible. Et là, on n'est pas sur toutes les mesures incidentes, là, mais même les mesures incidentes, j'essaie de les prévoir. Et je prends la peine de dire, écoutez, je les prévois parce que je ne sais pas comment le dossier va évoluer. Il est possible donc que je n'ai pas besoin d'interroger cette personne, mais pour le moment, je vais l'inclure. Ou le tiers, par exemple. On prévoit l'interrogatoire des parties. On prévoit également l'interrogatoire d'un tiers. La partie adverse veut pas. C'est assez simple. Petite note dans le protocole qui dit sous réserve de la possibilité d'être contesté par la partie adverse. Comme ça, il n'y a pas de chicane, on avance. Et après un certain nombre d'interrogatoires, si on se rend compte que c'est plus nécessaire, ce n'est plus nécessaire. Mais si c'est nécessaire, au moins, on a annoncé nos couleurs assez rapidement. Parfois, on ne le sait pas à l'avance. Parfois, le témoin de la partie adverse va nous dire quelque chose. On n'était pas au courant de l'implication d'une personne dans la trame des événements et ça va avoir un impact. Alors là, oui, un avis de gestion, si la partie adverse veut pas. On parlait du « ou » tantôt, tu as parlé de visioconférence. Oui. Dans l'ancien code, ça disait qu'on interrogeait devant le juge ou le greffier. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai commencé à pratiquer en 97. Ça m'est jamais arrivé, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on tenait les interrogatoires
tu te souviendras pendant un temps, dans les palais de justice. 1.01. C'est ça. Dans les salles beige avec un néon en haut puis des sièges un petit peu moyens. Et là, il y avait tout le temps la menace, là, si jamais là, il y avait des problèmes d'objection, on s'en va devant le juge maintenant. Là, on a le visio, mais si jamais c'est en présentiel, là, c'est à ton bureau, le bureau de l'autre. J'ai aimé ce que Sandrine nous a sorti. Selon la tradition établie au barreau, l'avocat le plus jeune se déplace pour aller au bureau de l'avocat le plus vieux. Bien que cette règle non écrite souffre évidemment de cas d'exception. Moi, c'est la première fois que je lis ça. Ce que j'avais, tu me diras si je me trompe, si on interrogeait la partie adverse, on allait au bureau de l'avocat adverse. Si c'était mon client qui était interrogé, la partie adverse venait à mon bureau. C'est exact. En fait, ça, c'est la pratique dans laquelle moi, j'ai évolué, puis c'est effectivement le cas. En fait, j'ai eu un petit sourire quand j'ai lu la note de Sandrine là-dessus, parce qu'effectivement, s'il fallait faire ça, disons que je ne l'ai pas nécessairement fait, même que je ne l'ai pas fait du tout. Mais je tiens à préciser que je n'ai pas inventé ça. J'ai trouvé ça dans la collection du barreau. Donc, je me retire. Incroyable. Je ne détiens pas de droit sur ces propos. C'est très intéressant. Mais ce qu'on dit, Sandrine, c'est Oui. si jamais quelqu'un dit ça, tu dis non. OK. Tu interroges mon client, tu viens à mon En fait, bureau. c'est un message pour les jeunes avocats. Ben, je pense qu'il faut toujours agir avec respect. Mais je pense que c'est beaucoup plus logique que l'avocat qui veut interroger la partie adverse, il se déplace. Pour moi, ça devrait être ça la règle. Parce que c'est toi qui veux avoir des informations et non pas la partie adverse. Et merci beaucoup pour les précisions. Puis rapidement, en ce qui concerne le droit applicable, donc le Code de procédure civile permet aussi d'interroger un témoin à distance à l'aide de moyens technologiques appropriés. Puis ça, c'est l'article 279 alinéa 4 du Code de procédure civile qui est applicable vu le libellé de l'article 227. Puis le moyen technologique doit permettre l'interrogatoire en direct et que les parties puissent identifier, voir et entendre le témoin. Je pense que le COVID aura permis certains élargissements là, de l'utilisation des technologies, mais comme tu as dit tout à l'heure, il faut juste être à l'aise. Il n'y a rien qui empêche de faire des interrogatoires en présentiel. C'est vraiment l'avantage du témoin à cette île, tu sais, qui là, on n'a pas besoin de se déplacer personne. Mais t'en fais-tu en présentiel, les interros? Je dirais que rarement. Je dirais que les dossiers qui nécessitent une gestion documentaire importante, exemple des dossiers de construction, où on va avoir des plans, des documents qui n'ont pas des dimensions faciles à exhiber à l'écran. Je dirais là, je pense que c'est intéressant de faire ça en personne. Mais pour le reste, moi, je pense qu'on rend service aux clients, à tout le moins au niveau économique, de faire ça à distance parce que c'est beaucoup moins coûteux, il n'y a pas de déplacement. C'est facile d'afficher des documents. Mais oui, il y a une période, et j'en fais partie de ces personnes-là, qui ont eu un peu de difficulté au début. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, je me fascine par moment à quel point c'est rendu facile à mettre un document à l'écran et demander aux témoins de le regarder, d'encercler les sections, surligner, peu importe. J'étais déjà devant un juge, puis on cherchait un article du code, j'ai sorti mon ordinateur, le juge a sorti sa tablette, l'avocat adverse et de l'autre bord, il dit que je me croirais dans Star Trek. Qui avait mais dit... on produit encore du papier au palais de justice, mais je pense que ça s'en vient. Mais le tribunal administratif du travail, cette semaine, j'étais là, puis écoute, on a envoyé les pièces 10 jours avant l'audition, et lorsque on parlait d'une pièce, le juge seul, là, il n'y a même pas de greffier dans la salle, projette à l'écran, disons, je dis bon, mais je vous fais référence à la pièce D4, projette D4 directement à l'écran de tout le monde. C'est vraiment, en ce qu'on est. Mais je pense que les tribunaux sont... Oui, effectivement. Puis je pense que quand on arrive au procès, il y en a de plus en plus de juges qui préfèrent avoir des documents numériques. On continue un peu de la théorie. Pendant un temps, si tu me permets, là, au niveau de la conservation de l'interrogatoire oral, donc l'interrogatoire oral ou la déposition sera en principe enregistré, sauf s'il y a une renonciation. Moi, j'ai jamais vu ça, de renoncer à enregistrer un interrogatoire. Et cela fera partie du dossier. La partie ayant procédé à l'interrogatoire pourra soit produire l'ensemble ou des extraits, ou soit rien produire. Une autre partie peut aussi demander au tribunal d'ordonner la production de tout autre extrait qui ne peut être dissocié d'un extrait déjà produit. On le sait tous, on produit la page 12 à 18 parce qu'elle a fait notre affaire et la partie adverse pourrait dire, ben là, ça te dérange de produire l'ensemble de l'interrogatoire ou d'autres extraits? Je ne produis pas. Okay. Je ne prends pas cette chance parce que je pense que n'importe quel avocat qui est confronté avec cette situation-là devrait sérieusement considérer, demander que l'entièreté des transcriptions soit produite. Et là, ça peut avoir tout un effet négatif sur la stratégie qu'on envisageait avec la production de 15 pages sur 150. Donc, c'est une réflexion à avoir. Sandrine, tu avais fait des précisions aussi sur
sur le mode d'enregistrement, c'est ça? C'est ça. Dans le fond, le tout est prévu à l'article 227 du Code de procédure civile qui n'impose aucun mode particulier d'enregistrement de la déposition. Donc, ça peut être soit sur support audio ou vidéo ou sur tout autre support. La condition qui est posée par l'article 300, alinéa 1 du Code de procédure civile est que le mode d'enregistrement utilisé doit permettre la conservation et la reproduction du témoignage. Donc, la prise de la déposition par sténographe n'est pas obligatoire, mais si une partie entend déposer au tribunal la transcription d'une déposition, elle doit avoir été faite par un sténographe officiel. Puis ça, c'est 300, alinéa 3. Et n'oubliez pas qu'à partir du moment où on décide de produire un extrait, puis il y a ce risque que la partie adverse demande que l'entièreté de la transcription soit produite, puis on peut toujours interroger un témoin lors d'un procès. On peut toujours confronter un témoin. Citation à comparaître, ça t'arrive? Pas beaucoup, personnellement, mais ça peut arriver. C'est surtout quand on a un ancien employé qui n'est plus disponible et on s'entend avec la partie adverse qu'on va assigner cet employé-là. Donc, ça, c'est un scénario typique. Une entreprise qui a fait faillite, on a besoin d'interrogatoire. Donc, c'est une partie au dossier. Entreprise fait faillite. Et malgré cela, on va quand même interroger cette personne. Donc, là, on va voir l'assignation comme étant un outil très pertinent pour nous permettre d'aller chercher de l'information qu'on a besoin justement pour soit comprendre ce qui s'est vraiment déroulé, ce qui s'est vraiment passé. Je ne veux pas rentrer trop loin là-dedans parce qu'on a les citations à comparaître. 25-49 du Code de procédure civile, témoin non contraignable parce qu'il est lié par le secret professionnel ou par une communication privilégiée. Ça se fait-tu avant ou ça se fait à l'interrogatoire? Ça, c'est excellent comme question et il faut faire ça avant, à mon avis, prévoir le coût. Donc, l'assignation et donc avoir une occasion de contester cette assignation-là. Ou même dans le protocole, dit je veux interroger Maître Calantis, puis là, ben, ton avocat dirait non, elle peut pas répondre à ces questions-là parce qu'elle est liée par le secret professionnel, puis là, vous irez débattre de ça avant. Des objections basées sur le secret professionnel. Puis je vais pas rentrer trop dans les objections non plus, là. Dès que tu le sais, tu le dis, donc même avant même l'interrogatoire? Moi, je pense qu'il faut, parce qu'il y a des coûts associés à ça. On déplace une personne, on retient les services d'un scénographe. Parfois, il y a plus que 2 avocats dans un dossier. C'est beaucoup de monde pour finalement arriver à objection. Le témoin ne pourra pas répondre à ça parce que il est lié par le secret professionnel. Un autre exemple, c'est le privilège relatif au litige. On va le voir en matière avec les assureurs. De plus en plus. Ils vont demander à un représentant de l'assureur de sortir le dossier d'enquête. Non. Objection. Faites-la à l'avance et vous allez avoir le jugement qui va vous permettre de patauger dans un puis de gérer la situation. Puis la confidentialité s'étend, on se souviendra tantôt 221.3, la troisième chose pour obtenir un interrogatoire, c'est pour obtenir des documents. Les documents eux-mêmes peuvent être confidentiels. Donc, c'est encore dans le parti qu'on peut s'objecter ou s'opposer à la situation à comparaître parce que les documents demandés sont confidentiels, sont pas suffisamment précis, sont inaccessibles aux témoins rapidement. Un document inaccessible aux témoins. Donc, on ne demande pas de remuer mer et monde non plus pour obtenir des documents. Non, je pense qu'il faut être raisonnable dans les demandes. Il ne faut pas demander, par exemple, à un témoin de confectionner, je sais pas, un registre. Il a, je sais pas, 20 documents, des bons de commande, des bons de travail. Et là, la partie adverse dit, ben, pouvez-vous me confectionner ou faites-moi un registre de tout ça? Non, il n'a pas à faire ça. Il faut être raisonnable dans les demandes et les ressources nécessaires. Donc, on peut s'opposer rapidement, là, selon les articles 25 et 49 du Code, en lien avec 221, les documents demandés dans une citation à comparaître, là, donc les fameux duces tecum, ne peuvent être pertinents, sont confidentiels, ne sont pas suffisamment précisés ou parce qu'ils sont inaccessibles aux témoins ou hors de sa possession ou de son contrôle et ne pourraient être exhibés selon les articles 221, là, l'article de base, là, 251, 270 ou 286. Une telle demande peut être présentée cependant devant un tribunal, siégeant en pratique, afin de gérer cette objection anticipée-là. Donc, on demande des documents, on demande d'interroger quelqu'un qui est soit visé par le secret professionnel ou quelqu'un qui est pas visé par l'article 221. On peut en faire une demande suivant 228. Puis des demandes d'annulation de citation à comparaître doivent être présentées avant le jour prévu pour l'interrogatoire, là, mais... C'est sûr, mais tu peux aussi contester le jour même. Oui, tout à fait. Alors, tu as cette possibilité. Mais encore là, c'est une question de savoir si tu vas prendre le téléphone ou tu vas écrire pour dire « J'ai reçu ça. Mon client a reçu cette assignation. J'estime que mon client n'a pas à répondre, n'a pas à se déplacer pour X, Y raison, ne peut être contraint à répondre aux questions et faire le débat nécessaire avant. Dernière section au niveau de
la théorie, disons. Sandrine, 228, qu'est-ce que ça nous dit? Les objections anticipées par les parties peuvent être soumises à un juge avant la tenue de l'interrogatoire pour qu'il en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l'interrogatoire, notamment en cas potentiel de problème de confidentialité ou en matière de pertinence. 228, ici, ça nous dit clairement, les parties peuvent, avant la tenue d'interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu'elles anticipent. Donc, les fameuses objections anticipées qui sont aussi prévues au protocole afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l'interrogatoire. Est-ce que tu t'annonces à l'avance, tu dis, oui, pas de problème, fais venir Sandrine Raymond comme témoin, mais tu peux pas y poser telle question, je vais m'y objecter? C'est sûr qu'un exemple classique, c'est la responsabilité professionnelle. Alors, donc, je dois effectivement, et je m'assure d'informer la partie adverse à partir du moment où il indique qu'il veut interroger une personne qui est professionnelle et qui pourrait être liée par le secret ou le privilège relatif au litige à cause de la type de clientèle avec laquelle je travaille. Je les informe à l'avance. Et oui, on fait l'exercice. Donc, l'objection anticipée, il faut le faire et je pense que c'est à l'avantage de tous. Parfois, il y a un peu de réticence. Parfois, les avocats veulent pas. Ils veulent quand même que la personne s'assoie devant eux pour dire, tenter de répondre aux questions, mais il faut être ferme sur sa position. Il y a des informations qu'on ne peut pas permettre la divulgation et c'est tout. Puis, à moins d'une ordonnance de la Cour, ça va demeurer comme ça. Alors, oui, je le fais. Oui, je le mets à l'avance dans le protocole lorsque possible, lorsqu'on le sait. Parfois, on le sait pas à l'avance. Mais quand c'est possible, je le suggère effectivement. Qu'est-ce que le tribunal peut faire quand il y a des objections ou quand il semble que les parties s'entendent pas sur qu'est-ce qui peut être demandé ou dit? Alors, évidemment, le tribunal va intervenir pour aider à clarifier la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Alors, on soumet notre position et le tribunal va clarifier, que ce soit la durée. Vous voulez passer une journée? Non, je le permets pas parce que le plan anticipé de questions est beaucoup trop large. Il n'est pas relié au fond du litige. C'est une expédition de pêche où il va dire, écoutez, il y a une objection sur la confidentialité. Le secret professionnel, par exemple, est reconnu. Pas question d'avoir des questions sur ce sujet-là. Il peut y avoir certaines questions professionnelles, mais ça va être limité à certaines choses très spécifiques. Alors, le tribunal peut intervenir pour cerner la portée de l'interrogatoire, l'ampleur, la nature, la portée, absolument. Puis c'est un outil. C'est-à-dire que le tribunal n'est pas un outil, mais c'est certainement un outil auquel nous, on peut faire référence. Techniquement, le tribunal n'y a pas vraiment de pouvoir d'office en la matière, mais sur demande, il pourrait mettre fin à un interrogatoire qu'il estime abusif ou inutile, puis ensuite statuer sur les frais de justice en vertu de l'article 230. Abusif, inutile. Je dois vous dire que dans 24 ans, j'ai déjà été au palais de justice et j'ai déjà eu à monter voir un juge lors d'un interrogatoire parce que la partie adverse estimait soit que mon objection était pas fondée, soit parce que la partie adverse considérait que mes questions étaient illégales. Alors, j'ai déjà eu à faire cela. Je ne pense pas que j'ai eu à le faire dans les 10 dernières années. Okay. Fait que ça vous donne une idée. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on fait souvent. Je pense que les avocats menacent de le faire parce que je pense qu'ils ont l'impression que ça peut faire bouger la position, l'avocat, dans sa position. Moi, j'estime que quand on a une objection à faire, on la fait. Et si la partie adverse n'est pas contente avec, c'est malheureux, mais on est là pour défendre les intérêts de notre client. Avant tout, on a un travail à faire. Moi, je suis d'accord avec toi. Là. C'est pas à toutes les fois qu'on dit quelque chose qui devient abusif. Là, puis j'ai un gros problème avec les abus de procédure. Mais ceci dit, c'est pas parce qu'il y a une question que quelqu'un n'aime pas que ça devient une question abusive ou inutile. Mais ce que Sandrine nous dit, c'est que c'est prévu au code. Si on estime qu'un interrogatoire est abusif ou inutile, on en a parlé un peu, on s'adresse à la cour avant, mais si pendant l'interrogatoire, on dit, mais là, on s'en va nulle part ou c'est finalement du bullying, on peut s'adresser au tribunal. Puis quand Sandrine nous parle on peut aussi demander de statuer sur les frais, on parle de frais de sténographe ou de prep ou des choses comme ça. On pourrait demander au juge qu'elle condamne la partie adverse au paiement des frais. Je vois que tu tournes tes yeux. Dans le genre, c'est pas vraiment arrivé. En fait, oui, c'est arrivé une fois quelque chose de très intéressant là-dessus. C'est-à-dire que mon client s'est fait interroger. Il avait le vocabulaire qu'il avait. C'était pas quelqu'un qui avait en fait un vocabulaire sophistiqué. Il avait de la difficulté à s'exprimer. La partie adverse ne comprenait pas les réponses. Il a soumis le tout au tribunal en disant « Je vais interroger quelqu'un d'autre, ça fonctionne pas ». Et c'est malheureux, mais j'ai eu à expliquer à un tribunal que la partie adverse doit composer avec le témoin qu'il a. Il y a des limites à un interrogatoire, mais on va pas demander l'intervention du tribunal, comme tu le suggères, Sandrine, parce que le témoin parle pas clairement, parce que le français est pas bon, parce que l'anglais est pas bon, parce que son vocabulaire est restreint. Ça, c'est le problème de l'avocat d'essayer de comprendre, à mon avis. OK. Je suis content ça, c'est un exemple. Oh oui, mais je suis content que ça clôt de cette façon-là la section, disons, théorique. On va prendre une petite pause. On va revenir concrètement
à quoi ça ressemble puis ça fonctionne comment. Avec plaisir. Alors, chers auditeurs, vous êtes curieux de comprendre les enjeux qui façonnent l'avenir de Montréal? Eh bien, découvrez S'entretenir, le balado de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, animé par Jessica Bouchard, vice-présidente Affaires publiques et économiques et initiatives d'impact à la CCMM. S'entretenir, c'est un balado qui explore les défis et opportunités liés à la transition vers une économie verte à Montréal. Chaque épisode plonge au cœur des discussions sur le développement économique de la métropole et donne la parole à des leaders d'horizons variés, des chefs d'entreprise aux experts en développement durable, qui partagent leurs visions et leurs solutions innovantes. Les secteurs clés comme l'aviation durable, la gastronomie responsable, l'énergie propre et les cosmétiques sont mis de l'avant. Je suis certain que ces sujets passionnants sauront intéresser la communauté juridique et tous ceux qui se préoccupent de l'avenir de Montréal. S'entretenir, c'est une invitation à mieux comprendre les tendances qui façonnent l'avenir de notre métropole et à rejoindre le mouvement pour un futur durable. Alors, je vous invite à vous abonner à S'entretenir sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Et pour plus d'informations, visitez le site web de la CCMM au www.ccmm.ca. Sur cet appel à l'action, de retour à l'épisode. Alors, nous sommes de retour avec Panayota Kalantzis, avocate dans le groupe litige chez Terrien Couture Jolicoeur au bureau de Montréal et évidemment avec nous Sandrine Raymond qui nous aide à la recherche et à l'animation aujourd'hui. On a posé les bases, Panayota, disons, légales, juridiques, théoriques de l'interrogatoire préalable qui est une partie essentielle qu'on comprend de ta pratique. Maintenant, on va regarder un petit peu plus le volet stratégique, disons, préparatoire, le déroulement technique, comment tu utilises les informations et pour terminer, certains conseils pratico-pratiques. C'est prévu au protocole, on a notre date, on a la bonne personne, on a le bon endroit. J'imagine que c'est pas 30 minutes avant l'interrogatoire. Tu dis, bon, là, j'ai Sandrine Raymond à interroger. Laisse-moi rédiger 3-4 questions sur mon pad de papier jaune, puis ça va fonctionner. C'est exact. Il y a une stratégie, une préparation qui est faite préalablement à l'interrogatoire. La clé, c'est la préparation. C'est vraiment ça. Alors, trop souvent, malheureusement, par manque de temps, pour peu importe les raisons, quelqu'un va arriver non préparé, ça paraît. Ça paraît, c'est évident, le témoin le ressent, tout le monde le ressent autour de la table. Alors, oui, ça, c'est la case de départ. Donc, c'est quoi une bonne préparation? Il faut bien connaître son dossier. Bien connaître son dossier, c'est lire les procédures, regarder les pièces, les analyser, communiquer avec son client, communiquer avec d'autres témoins, exemple, autres employés qui étaient présents, d'autres personnes qui étaient présentes. C'est communiquer avec les experts, c'est aller chercher un soutien technique. Notre expert va sûrement avoir besoin des éléments factuels qui vont lui permettre de pousser son analyse. Alors, la préparation, c'est vraiment maîtriser et c'est maîtriser en fait tous les aspects du dossier sans toutefois oublier la case de départ, c'est quoi la théorie de la cause. Donc, quand on se prépare, on prend ces éléments-là et on considère qu'est-ce qu'on recherche, où on veut s'en aller. Il faut avoir un but, un objectif. Je pense que c'est la meilleure façon de se préparer. Puis, ça nous aide aussi à maximiser les informations obtenues. Oui, absolument. Cette préparation, en fait, la préparation va permettre souvent de contredire le témoin. Parce que vous allez être en mesure de dire, le témoin vient de répondre A, mais je sais pertinemment bien qu'il y a un document qui dit le contraire. Alors, on peut le confronter, on peut pousser la version du témoin. Donc, on peut dire, ah oui, vous pensez que ça s'est déroulé de cette façon, décrivez-moi encore plus comment ça s'est déroulé. Mais vous savez de fait que ça s'est pas déroulé comme ça parce que c'est dans un document écrit, le contraire. Mais le témoin s'avance, puis il est très confiant dans sa position. Il n'y a pas besoin de savoir que vous avez accès à un document qui dit le contraire. Mais lui, il va certainement générer un problème pour l'avocat, éventuellement. C'est tellement éclairant ce que tu viens de me dire là. Communique avec l'expert pour savoir qu'est-ce que lui a besoin pour l'interrogatoire préalable. Honnêtement, c'est un excellent point. Mais encore une fois, le pratico-pratique, tu prépares une liste de questions. OK. Q1, une phrase et un point d'interrogation à la fin? Ça, c'est très personnel et ça me fait sourire en réalité parce que moi, je ne fais pas un plan. Je note toutes les questions et j'anticipe les réponses pour préparer ma seconde question. Donc, quand on va regarder mon devis d'interrogatoire, donc mon document sur lequel j'ai mis des notes, ça ressemble vraiment à un interrogatoire écrit déjà fait. C'est comme si on a pris les transcriptions sténographiques puis on a enlevé les réponses. Chacun a sa façon de travailler, mais pour moi, j'ai besoin de prévoir questions et réponses. Questions et réponses, questions et réponses, jusqu'à ce que j'arrive au but.
avec le plus possible d'ouverture à des réponses qui sont tout à fait inattendues. Donc, les réponses inattendues impliquent écouter les réponses des gens lors de l'interrogatoire. Liste d'engagement. On va voir certains de nos collègues qui vont poser un paquet de questions durant l'interrogatoire, puis à la fin, ils vont lister 10 engagements qu'ils ont besoin. Je pense que c'est une bonne façon de le faire. Évidemment, on a parlé des pré-engagements il y a quelques minutes. Il se peut qu'il y ait des documents qui manquent. Il se peut qu'on se rende compte qu'il y a des documents qui manquent. Fait qu'on peut en demander, évidemment, en cours de route. Et moi, j'aime cette technique de dire à la fin, ben écoutez, maintenant qu'on a fait... on a passé à travers l'interrogatoire, j'ai une série de documents, je vais les énumérer. Et là, normalement, la partie adverse, on va ressentir une réticence, on s'attend à des objections. Fait il y a une façon d'aborder et de dire, écoutez, je vais énumérer les documents que je veux et vous vous positionnerez. Mais vous n'aurez pas perdu une demi-heure pendant l'interrogatoire à systématiquement demander des documents. Oui, ça serait pertinent de se créer une liste d'engagements qu'on peut soit demander au fur et à mesure, soit demander à la fin. Tu y as touché tout à l'heure un petit peu la façon que tu poses des questions ouvertes, des fois des questions subjectives. Qu'est-ce qui te permet ou qu'est-ce qui te dit, ben celle-ci sera ouverte, celle-ci sera subjective, répondre par oui ou non? C'est le témoin. OK. L'attitude, le comportement du témoin qui va me donner une idée de comment le dossier va se dérouler. D'où la préparation. Parce que si on est trop axé sur les notes, si on est trop axé sur des questions suggestives qu'on veut poser, puis le témoin ne répond pas aux questions par des oui et non, on va être confronté à un problème, on va bloquer. Parce que le témoin n'offre pas des réponses oui et non. Le témoin offre des réponses élaborées, donc on n'est pas en mesure de contrôler l'interrogatoire. Je pense que c'est très important de moduler l'interrogatoire, les questions en fonction de la personne qu'on a devant nous. Donc, les questions introductives de savoir qui est devant nous, qu'est-ce qu'il fait, comment il s'exprime, c'est pertinent de passer 5-10 minutes à faire ça parce qu'on saisit mieux, on a une meilleure idée, en fait, comment il va répondre aux questions. Là, je comprends un petit peu mieux. Donc, tu te fais un interrogatoire dans ta tête, tu le reproduis par écrit, un genre de question-réponse avec ce que tu t'attends, mais tout est basé sur ta connaissance, je te dirais, pointue de ton dossier. Donc, tu as cette possibilité de, à défaut d'un autre mot, de switcher. D'ajuster. Tu ajustes. Okay. Alors, tu connais ton dossier. C'est vraiment fondamental. Bien connaître son dossier et bien écouter les réponses. Plus on fait ça, plus on est en mesure de réagir vite, de s'écarter de son devis sans perdre le fil et l'objectif. Donc, c'est quoi la théorie de la cause? Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on a besoin de démontrer? Mais si on ne maîtrise pas le dossier et le témoin nous offre une réponse à laquelle on ne pouvait pas s'attendre, on ne savait pas, on le voit tout de suite dans la réaction des avocats. Les avocats ne savent plus comment aller, ils vont arrêter, ils vont avoir une pause, ça devient moins naturel, ils vont se retourner dans leurs notes, on le ressent. Puis, comment est-ce que les résultats des interrogatoires préalables influencent votre décision de poursuivre l'affaire ou de chercher un règlement? Ça, je pense que c'est une très bonne question parce que les interrogatoires offrent beaucoup d'informations et il faut utiliser cette occasion pour réfléchir. C'est certain qu'à la fin d'un interrogatoire, si c'est évident, par exemple, que la prescription est acquise, on peut immédiatement demander à l'avocat, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes? On demande l'exclusion du client. C'est toujours plus facile d'avoir une discussion de cette nature-là, de dire, ben, écoutez, j'ai entendu les réponses de votre client, je pense, parce qu'il a dit X, Y, Z, que la prescription est acquise, vous en allez nulle part avec respect. Ça, c'est une façon. Avec respect. Avec respect, toujours avec respect. L'autre chose, c'est prendre le temps de réfléchir aux réponses. C'est relire les transcriptions. Oui, il y a un coût associé à ça. Je peux pas dire que je le fais systématiquement parce que j'ai tendance à prendre des notes pendant un interrogatoire. Pour moi, c'est ma façon de retenir les réponses. C'est pas tout le monde qui fait ça, mais je pense qu'il faut prendre un temps de réflexion. Je pense qu'il faut décanter les réponses. Il faut considérer quel sera l'impact de ces réponses-là sur notre théorie de la cause. Et après ça, élaborer la stratégie. Soit continuer, soit avoir une discussion avec le client, dire, bien, malheureusement, on franchira pas l'étape qu'on voulait, on n'ira pas aussi loin, on va avoir de la difficulté à démontrer un élément très important pour avoir gain de cause ou remplir notre fardeau de preuves ou peu importe. Et voilà. Donc, c'est important de considérer les transcriptions. Avant que tu ailles plus loin, parce que je sais que tu as une follow-up, Sandrine, je vais juste revenir, Panayota.
Là, tu dis, tu prends des notes. Mais là, tu nous avais dit aussi tout à l'heure, juste faire la distinction. Là. Au début, tu dis, j'écrivais tout. Là, j'écrivais questions, réponses. Et ça. Tu prends des notes. Donc, c'est des pointers, des réponses que tu vas avoir reçues de ton témoin ou... En fait, quand mon client est interrogé, j'écris presque verbatim tout ce qui est dit. C'est ma façon de retenir les réponses. Parce qu'il est interrogé. Parce qu'il est interrogé. Quand j'interroge, je prends des notes pas aussi importantes, donc pas aussi détaillées, mais je vais prendre des notes. Ça va me permettre, après l'interrogatoire, de revoir le tout. Donc, tu te mets une petite étoile sur une réponse, disons, que tu dis, OK, il faut que je revienne là-dessus quand je vais recevoir les transcriptions? Oui, ou je mets quelque chose en rouge ou j'encercle. J'aurais pas nécessairement le temps de changer de crayon, là, de couleur de crayon, mais je vais encercler, je vais mettre une étoile en disant ça, c'est quelque chose qui est pertinent. Ça, c'est très bon pour moi. Étoile. Mais quand ton client se fait interroger, on va revenir un petit peu plus loin, mais quand ton client se fait interroger, l'importance d'écouter la question de l'avocat est primordiale. C'est pas juste ça, c'est plus que ça. Et si la pratique m'a démontré quelque chose, c'est que l'écoute, c'est dans tous les scénarios. Donc, dans le scénario de « c'est mon client qui se fait interroger », l'avocat ne peut pas être un auditeur passif. Il faut absolument qu'il écoute bien les questions, intervenir s'il faut, et après ça, écouter les réponses. Pourquoi? Parce que on se rend compte que les avocats vont, à la prochaine question, paraphraser la réponse de notre client. Mm-hmm. Et c'est là que nos clients se font prendre. Et c'est souvent mal repris. Donc, ça, c'est un irritant pour des avocats. Et malheureusement ou heureusement, trop souvent, je me suis fait dire ne pas intervenir, mais j'insiste là-dessus. Si une réponse est paraphrasée, pas assez nuancée ou est tout simplement mal reprise, je vais intervenir et je pense qu'on doit intervenir. Parce que sinon, notre client se fait influencer par la question reprise avec un témoignage qui n'est pas exact. Mm-hmm. Ça va demeurer au dossier tout le long. Alors, il faut intervenir. Il faut donc écouter la question. S'il y a une objection à faire, la faire. Si la question n'est pas claire, il faut intervenir. Si l'avocat comprend la question, il y a des bonnes chances que le client va comprendre la question. Si l'avocat ne comprend pas la question, c'est assez définitif que notre client ne le comprendra pas. As-tu des exemples où un interrogatoire préalable a conduit à un règlement avant le procès? Oui, et même des désistements. Alors, c'est ça qui est intéressant avec l'interrogatoire. N'est-ce pas les meilleurs règlements, les désistements? C'est les meilleurs règlements parce que c'est un désistement, chaque partie payant ses frais quand on est généreux. Mais voilà, donc essentiellement, en professionnel, par exemple, en matière immobilière, les courtiers immobiliers, il y a le courtier du vendeur, le courtier de l'acheteur. Le demandeur va poursuivre les deux, va alléguer des défauts au niveau des conseils, au niveau du respect de ses obligations professionnelles et légales. Lors de l'interrogatoire, on va se rendre compte essentiellement que le demandeur n'a pas du tout eu de contact avec un des deux courtiers. Ça, c'est un bon exemple. Mais il va y faire des reproches, qu'on l'a informé de X, qu'on l'a informé de Y, qu'on lui a fourni des documentations, qu'on lui a fait des représentations fausses. L'interrogatoire révèle qu'il n'y a non seulement eu aucune communication, mais que tout est transigé par un des deux courtiers, pas les deux. Alors, c'est facile de prendre le téléphone après et de dire, écoutez, j'ai bien entendu les réponses de votre client. Je suis pas là pour statuer sur la responsabilité de l'autre co-défendeur, mais je peux certainement vous dire que pour mon client, à mon avis, il n'y a aucun élément de preuve qui rattache mon client à cette poursuite. Aucun. Tu t'en vas nulle part. Tu t'en vas nulle part. OK. Mais encore là, il y a toujours un peu de psychologie avec les interrogatoires, avec nos confrères. On est des personnes, on a notre fierté comme professionnels. Les témoins ont leur fierté aussi. Donc, avoir ce type de discussion-là et espérer à soit un règlement sur une base économique ou même un règlement qui est plus que sur une base économique, mais intéressant pour notre client, il faut être conscient avec qui on transige. Si ça a un coût pour nous, c'est quelque chose, j'imagine, que tu essaies de passer comme message à la partie adverse aussi, j'imagine. Oui, il y a un coût. Il faut le passer ce message. Il faut les faire comprendre quel est l'intérêt économique de continuer ou de pas continuer. Quel est l'intérêt au niveau de la responsabilité professionnelle. On représente un professionnel, il continue à travailler dans son milieu. Intenter un recours contre cette personne-là peut avoir des incidences sur sa pratique future. Je pense qu'il faut sensibiliser les personnes, nos confrères, d'écouter. Il faut pas prendre des recours gratuits, inutiles, simplement parce qu'il y a la possibilité qu'il y ait un fonds d'assurance responsabilité professionnelle qui est là. Parce que les fonds d'assurance responsabilité professionnelle ou autres clients vont considérer évidemment tous les enjeux dans l'élaboration de leur stratégie. On a vu un des aspects. Je veux maintenant que tu nous parles de l'autre aspect, justement ton client. Oui. Lui, là, tu le prépares comment? Parce que tu ne sais pas, grosso modo, c'est quoi la
théorie de la cause de la partie adverse où tu ne sais pas complètement, tu peux t'en douter parce que tu as une demande introductive d'instance quand même, mais tu ne sais pas non plus quel angle il va prendre. Tu ne connais pas nécessairement ton collègue ou ta collègue, savoir quel genre d'attitude il ou elle a lors d'un interrogatoire. Tu prépares ça comment? Te connaître un petit peu, je peux imaginer que tu fais subir un interrogatoire à ton propre client. Et je souris. Alors, la préparation est fondamentale. C'est tant pour l'avocat, pour notre client ou le témoin qui sera interrogé. Et ça ne se fait pas 24 heures à l'avance. Et il faut d'abord, je pense, sensibiliser nos clients sur l'importance de la bonne préparation. Parce que la bonne préparation, elle passe par l'avocat, mais elle passe par le client aussi. Fait que le client doit absolument comprendre qu'il ou elle doit s'asseoir, prendre connaissance de son dossier, mais des détails de son dossier. Doit prendre connaissance des documents au dossier, doit prendre connaissance d'un agenda qui peut lui permettre de refaire une chronologie des événements, exemple. Donc, assez à l'avance, moi, j'aime faire ça plusieurs semaines à l'avance, je vais demander au client quand est-ce que vous êtes disponible, il faut se rencontrer. On va fixer une rencontre et préférablement, cette rencontre, à mon avis, devra avoir lieu une bonne semaine avant l'interrogatoire. Pourquoi? Parce que je vais faire un travail avec le client, mais le client aura le temps, pendant cette période-là, de se réajuster, de se relancer et aussi de réaliser l'importance de l'exercice. Les clients vont dire « J'ai rien à cacher, je connais mon dossier, je ne mens pas. » Oui, c'est vrai, on ne ment pas et on est sous serment, donc on ne doit pas mentir. Mais connaître son dossier et le maîtriser pour répondre à des questions à l'interrogatoire, c'est pas la même chose. Alors, fixe rencontre. Avant la rencontre, on demande au client de réviser son dossier, les procédures, les pièces et lorsqu'on fait la préparation de l'interrogatoire, chacun a son style. Certains vont simplement parler des enjeux, certains vont souligner les problèmes du dossier ou les questions plus délicates. Et là, ça, c'est vraiment le style de chacun. Moi, je pense qu'une préparation devrait être plus approfondie. Je pense qu'une préparation devrait sensibiliser le client au type de questions qu'il va avoir, l'ordre typique, mais comme tu l'as bien dit, Hugo, on peut pas prévoir l'ordre. Je veux dire, on n'est pas dans la tête de l'avocat, mais on a une idée de où il veut s'en aller. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin de démontrer pour avoir gain de cause ou faire rejeter une action? Donc, avec ça à l'esprit, on pose des questions en conséquence. Et quand le client ne répond pas comme on pense qu'il devrait, bien, on l'assiste et il a le temps de réfléchir à tout ça et de communiquer avec nous pour nous poser des questions. Qu'est-ce qu'il y en est de la mise en garde qu'on dit à nos clients souvent ne répond qu'à la question? Ça, c'est les lignes directrices. D'abord, je pense qu'il y a même de la doctrine que le témoin doit respecter, que ce soit lors d'un interrogatoire hors cours qu'un interrogatoire lors d'un procès. Et j'aime envoyer un extrait de la doctrine qui donne ces lignes-là et qui rappelle au témoin qu'est-ce qu'il doit faire lors d'un interrogatoire. Mais effectivement, tu me l'as d'ailleurs transmis par Panayota, puis on va le mettre, Sandrine, dans les notes de l'épisode. C'est guide standard, mais c'est pas nécessairement... Non, il faut passer à travers. Fait que comment le préparer? Une fois on s'est assuré qu'il maîtrise son dossier, une fois qu'on lui a expliqué à quoi il peut s'attendre, il faut aussi qu'il sache qu'il va être assis dans une pièce ou virtuellement. Il faut qu'il comprenne qu'il y a un sténographe. Il faut qu'il comprenne qu'il y a des documents autour de lui ou qui seront affichés à l'écran. Donc, il devient familier avec l'environnement de l'interrogatoire. Après ça, c'est lui poser des questions, voir comment il réagit et lui dire, et donc là, au fond, donc une fois qu'on a passé à travers la procédure entourant l'interrogatoire, bien lui expliquer qu'il n'est pas là pour faire comprendre à l'avocat de la partie adverse ce qu'il a fait ou pas fait. Il est là pour répondre aux questions. Mon exemple que je donne tout le temps, peut-être tu vas me dire qu'il est boiteux, parce qu'on le fait lorsqu'on prépare notre son au micro aujourd'hui. On demande tout le temps à nos invités, bon, ça a bien été pour se rendre ici ce matin et dites-nous ce que vous avez mangé. Moi, quand je dis la question pour préparer un témoin, je vais dire qu'est-ce que vous avez est-ce que ce que vous avez mangé ce matin? J'ai pris des œufs et j'ai bu un café. Et moi, de lui répondre, mais je t'ai pas demandé qu'est-ce que tu avais bu, je t'ai demandé qu'est-ce que tu avais mangé. C'est boiteux. Drôle. Moi, c'est une chemise. OK. Quelle est la couleur de votre chemise? Ma chemise est blanche, j'ai des boutons bleus et j'ai mis une cravate rayée autour. C'est sans importance. Je veux dire, c'est un exemple qui est anodin. Très anodin même, mais c'est une bonne façon de faire comprendre aux témoins, vous répondez seulement aux questions.
Et l'autre chose, c'est de dire, c'est pas le moment d'aller fouiller dans son dossier. Parfois, on oublie d'informer notre client de ça. C'est pas le moment de dire, oui, j'ai ça, je vais aller vous le sortir tout de suite, ça prend 2 minutes. Non, on sort pas de document pendant l'interrogatoire. Non, on va pas fouiller dans notre boîte Outlook pour trouver le courriel échangé. Et qu'est-ce qu'on fait pour les engagements, là? Est-ce qu'on fait la même mise en garde au client? On dit pas au client, je l'ai, je vais te le donner, je vais te communiquer. On attend que la question soit posée. Toujours. On n'offre pas de documents et ça, je pense qu'il y a une directive qui doit être claire. C'est toujours sensibiliser le témoin sur son rôle. Parfois, les avocats, on connaît le truc, je connais pas ça, expliquez-moi comment ça fonctionne. Non. Objection. Précisez votre question. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Okay. Alors, c'est la même chose, c'est de sensibiliser le témoin sur cela, sensibiliser le témoin qui n'a pas à offrir de la documentation ni de l'information. Et si jamais on lui demande de la documentation, c'est de simplement s'engager dans la mesure à vérifier. Chacun a ses techniques et sa façon de réagir. Je pense que le pire scénario, c'est lorsque notre client ou le témoin va dire « Oui, j'ai ça », et malheureusement, il l'a pas après. Parfois, il y a des avocats qui vont tirer une inférence négative. Ouais. Ça se discute, ça se plaide, mais il faut faire attention à offrir quelque chose qu'on n'est pas à 100% sûr qu'on a, puis qu'est-ce qui est dedans. Alors, voilà. C'est quoi le déroulement typique d'un interrogatoire préalable? Donc, on a préparé notre client ou on a préparé notre interrogatoire, puis là, on se présente 10 minutes là, avant l'interrogatoire. Typiquement, ça fonctionne comment? Où on est casually late. Non, je taquine. Mais pour faire vraiment un punch. Ouais. Mais la réalité, c'est oui. Surtout quand c'est notre client qui se fait interroger, c'est de le mettre dans un environnement confortable. Donc, pas le presser, lui donner la chance de s'installer tranquillement, lui offrir quelque chose à boire, s'assurer qu'il est en forme, s'assurer que cette journée-là, il n'a pas des problèmes de santé qui font en sorte qu'il ne pourra pas répondre aux questions. Des contraintes de temps. Le parcomètre, le téléphone qui sonne. Voilà. Donc, l'installation physique et l'environnement physique est important. Pas l'encombrer avec trop de documents devant lui ou à l'écran. Donc, garder ça vraiment le plus clean, si vous me permettez l'expression, possible. Ensuite, l'interrogatoire débute. Et encore là, ça dépend des styles de chaque avocat, mais je pense que pour moi, et de façon générale, la majorité des avocats avec qui j'ai travaillé ou j'ai eu à côtoyer dans ma pratique, ils vont commencer en identifiant l'individu. Donc, en posant des questions sur qui est cette personne-là devant lui, quelle est la formation académique, quelle est la formation professionnelle, quel est son parcours professionnel, le cas échéant. Donc, essayer de bien situer. Puis après ça, bien encore là, ça dépend de chaque personne. Est-ce que tu te présentes? Est-ce que tu lui fais des mises en garde? Si vous comprenez pas, reprenez-moi. Je suis juste ici pour découvrir. Je suis pas ici pour vous prendre dans un coin. Excellente question. En fait, aujourd'hui, les sténographes vont faire leur petit laïus de plus en plus courant en début d'interrogatoire. Ils vont expliquer aux témoins qu'il faut répondre aux questions, qu'il faut attendre verbalement. Donc, pas de hochement de tête, pas de signe avec les mains, pas de référence à des mesures avec les doigts, par exemple. Ils vont expliquer aussi, parce qu'en visio, il pourrait y avoir des paramètres un peu différents, c'est-à-dire que le son peut couper quand deux personnes parlent en même temps. Fait qu'il va falloir gérer ça. Donc, c'est expliquer aux témoins comment ça va se dérouler. Et j'ai tendance, et je pense qu'on devrait le faire, c'est effectivement bien se présenter, prendre le temps de bien se présenter, dire qui on est, qui on représente et qu'est-ce qu'on fera. On va poser aujourd'hui des questions sur la trame des événements, sur la vente X, sur un incident Y, une blessure, peu importe c'est quoi la situation. Et pas pour devancer la fin, mais toujours remercier le témoin à la fin. Parce que c'est important, c'est quand même quelqu'un qui se déplace, même si c'est une personne qui poursuit notre client. Au niveau de la crédibilité, Panayiotta, tu l'as mentionné à quelques reprises, mais as-tu des moyens, des techniques pour évaluer la crédibilité? C'est sûr que c'est un document dans les mains qui dit contraire de ce que la personne témoigne. Je pense que la meilleure façon, c'est de laisser parler le témoin. Okay. D'où le commentaire au début de notre séance aujourd'hui, c'est de donner l'occasion au témoin de parler pour aller chercher de l'information. Ça va permettre de mieux évaluer la crédibilité. Des réponses avec des oui et des non. Récemment, j'ai eu un témoin qui a répondu, non seulement il attendait parce qu'il avait suivi une consigne que j'avais donnée d'attendre pour me donner une chance de formuler une objection le cas échéant, mais il répondait vraiment avec un oui et un non et c'est tout. Ou je ne comprends pas votre question, maître, reformulez. Ça a un effet, je pense, d'agresser l'avocat, mais l'avocat a perdu le fil de ses questions, puis en bout de ligne, 1h30 plus tard, pas sûr que l'exercice a été très fructueux. Mais le témoin était préparé. Donc, le témoin savait comment réagir à des situations qui pouvaient être inconfortables. Et là, tu nous ouvres la porte aux objections?
Est-ce que une question que tu sais que tu pourrais t'objecter, et là, on s'en va pas dans les détails là, sur la pertinence ou quoi que ce soit, une question que tu sais dont tu pourrais t'objecter, mais qui a aucun impact sur le dossier, est-ce que tu t'objectes? Généralement, non. Ah, OK. Mais je pense pas que c'est une réponse qui est intellectuellement honnête. je m'objecte aux questions, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si on est ensemble avec la partie adverse depuis 2 heures et il y a eu beaucoup d'objections fondées, ça serait pas stratégique de m'objecter sur quelque chose qui n'a aucune incidence. Parce que quand viendra de débattre ces objections, le cas échéant, ça pourrait avoir un effet sur la perception du tribunal de mes interventions. Fait que je veux vraiment que les objections que j'ai formulées plus tôt et qui sont importantes, exemple, le secret professionnel, le privilège relatif au litige, je veux que ça colle. Je veux qu'un tribunal soit d'accord avec mon objection. Donc, il faut mesurer. Mais parfois, c'est 10 minutes de questions. C'est plus qu'inutile. Là. Comme on se pose la question, pourquoi on est là puis qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il y a une façon d'intervenir, je pense, sans s'objecter. Et cette façon, si on veut rester dans le pratico-pratique, c'est de suggérer à la partie adverse que ça fait 10 minutes que vous posez des questions sur, par exemple, son employeur en 1992 et nous sommes en 2024. Peut-être que c'est pas si pertinent que ça. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de formation depuis et beaucoup de parcours professionnels. Il y a une façon de sensibiliser la partie adverse, c'est le suggérer, toujours poliment et respectueusement. Y a-t-il une façon de s'objecter? Ou c'est juste, comme dans les films, là, objection? Avant d'arriver à l'objection sur la pertinence compte tenu du Code de procédure civile, là, je pense qu'il faut faire cette intervention. L'avocat sera pas content, mais au moins c'est dans les transcriptions. Puis si ça continue, puis là, ça prend une ampleur qui est vraiment démesurée, puis on parle plus de pertinence, mais on parle d'une expédition de pêche, je pense qu'il faut s'objecter. Puis là, l'avocat dit non, c'est de la pertinence, il faut que le témoin réponde. Avec respect, on dépasse le cadre de la pertinence. On n'est même pas dans le dossier. Un exemple anodin, mais que j'ai vécu à plusieurs reprises, c'est des professionnels où on leur demande de sortir les notes universitaires de leur cours et ça fait 20 ans qu'ils pratiquent. Ça, pour moi, ça me paraît, c'est pas de la pertinence. Ça dépasse le raisonnable. OK. Et est-ce que tu demandes l'annulation de l'interrogatoire? Je m'excuse, c'est une objection, puis je réponds pas à ça. Merci, passez à la prochaine question. Passez à la prochaine. Merci de passer à la prochaine question, ce qui n'est pas tout le temps bien perçu en réalité. Fait que je peux pas dire que... Je ferai pas de suggestion de dire ça, chacun a son style, mais il faut quand même être ferme. Il faut avancer, il faut être ferme, il faut être poli, respectueux. Mais encore là, je répète, on a un travail à faire, on représente les intérêts de notre client. Et on a des outils qui s'offrent à nous, dont les objections, et il faut s'en prévaloir. Des questions hypothétiques, des questions d'opinion. Ça arrive souvent. Des questions de qu'est-ce que vous feriez si X, Y, Z? C'est tout à fait hypothétique. Non, mais la personne a de l'expérience, ça fait 25 ans qu'il travaille dans ce domaine-là. Mais il n'est pas ici pour répondre à ces questions-là. Il est ici pour répondre sur ce qu'il a fait, ce qu'il a vu, ce qu'il a dit. Il y a aussi des questions où qu'est-ce que vous pensez qu'il voulait dire C'est une opinion. Okay. C'est objection, opinion hypothétique. Là-dessus, il faut intervenir et j'ai tendance à intervenir. Donc, on a fait le tour de la préparation dans les 2 cas. On a fait le tour des engagements, le type de questions qu'on peut poser, le déroulement typique là, d'un interrogatoire. L'interrogatoire se termine, tu dis, ne pas oublier de remercier et de dire au revoir. Tu t'en vas au bureau. Quelques semaines plus tard, le sténo envoie les transcriptions sténographiques. On a accès aussi à l'enregistrement, mais c'est assez rare qu'on révise l'enregistrement. On sait qu'on a une page d'engagement, une page d'objection, puis ensuite de ça, l'interrogatoire. Les notes comme telles. Les notes comme telles. Tu fais quoi quand tu les reçois? Tu fais comme tout le monde, tu prends ça, tu mets ça dans une filière, puis tu retouches 1 mois avant le procès. C'est une blague. Je vois tes yeux, my God, non, pas du tout. Donc, des fois, la lecture immédiate, où on est là? Je pense qu'une fois qu'on a terminé l'interrogatoire, avant même de recevoir les transcriptions, il faut commencer à se questionner sur ce qu'on a entendu et l'opportunité d'avoir une discussion avec l'avocat de la partie adverse. Et l'avantage de ne pas avoir les transcriptions, c'est que ça ne devient pas un débat sur le mot qui a été utilisé. C'est moi, j'ai retenu de l'interrogatoire X, Y, Z. Peut-être l'avocat de la partie adverse va dire, moi, j'ai retenu le contraire. Mais ça peut mener à une discussion fructueuse, que ce soit au niveau de pourparler de règlement, un désistement, une modification à la procédure pour réduire la réclamation, pour éliminer des champs des chefs de dommages. Je pense qu'il faut réagir rapidement parce que c'est frais dans l'esprit de tous. À la réception des transcriptions, je pense qu'il faut envoyer les transcriptions aux clients. Je pense qu'il faut donner une chance aux clients de les lire, de comprendre quel est le témoignage qu'ils ont rendu parce qu'ils sont dedans. Ils vivent, mais ils ne retiennent pas nécessairement les mots utilisés dans le feu de l'action. Fait
avoir eu cette période de temps-là et après ça, s'asseoir avec un café, un thé pour relire qu'est-ce qui a été dit, ça peut les sensibiliser. On est en demande, peut les sensibiliser sur les faiblesses de leur dossier. Ça peut les sensibiliser sur les faiblesses de la défense. Et donc, ça peut mener un client qui a été absolument contre des pourparlers, avoir un esprit plus ouvert à des discussions. Fait, il y a un intérêt, je pense, à envoyer les transcriptions sténographiques, à faire un suivi avec les engagements, ça c'est définitif. Certains le font tout de suite. Moi, j'aime envoyer quand même une liste préliminaire après l'interrogatoire, parce que c'est encore là, c'est frais dans l'esprit du témoin. Mais évidemment, c'est la liste formelle qui va sortir avec les transcriptions qui va concrétiser l'exercice, si on veut. Et après ça, effectivement, à part payer la note d'honoraire, il faut effectivement attendre. Ça arrive aussi qu'on peut demander avant la réception des transcriptions au sténographe si tu peux me sortir une liste des engagements le plus vite possible, puis on peut avoir la collaboration de certains sténographes aussi qui nous envoient la liste des engagements, comme ça on peut immédiatement commencer à travailler là-dessus. Ça t'arrive de le demander ou t'attends les Je ne le demande pas parce que je pense que les sténographes, comme les avocats, ont leur charge de travail et ma compréhension, c'est ça exige quand même une écoute de tout l'interrogatoire ou presque pour les ressortir, cette liste. Évidemment, je suis pas à 100% sûre que c'est comme ça que ça marche, mais j'ai compris que ça peut être long, alors d'où l'importance de prendre certaines notes. Il y a des avocats qui, pratico-pratique, vont prendre mot pour mot les engagements. Je trouve ça long et je ne prône pas cette façon parce que j'aime quand je suis dans le feu de l'action. Je ne veux pas déstabiliser le témoin. Faut que ça soit plus clair. Si c'est mon client qui se fait interroger, prendre 2 minutes pour écrire l'engagement lui donne un moment de répit. Mais si c'est la partie adverse puis l'avocat qui intervient, ben là, je perds un rythme que j'ai créé, un momentum que j'ai créé avec mes questions pour m'amener au but. D'où ta préférence à demander les engagements à la fin. Ton interrogatoire préalable, tu l'as mentionné tout à l'heure, ça ne veut pas dire que tu vas systématiquement le produire. Lorsque tu le produis, est-ce que ces informations-là, ou même si tu le produis pas finalement, est-ce que l'interrogatoire te sert à la préparation de ton procès? Définitivement. Et je ne peux pas imaginer la préparation d'un procès sans relire les transcriptions. Parfois, on va faire un résumé de l'interrogatoire après, donc sur réception des transcriptions, mais on est quand même 1 an, 2 ans avant. Certains vont se limiter à relire le résumé, surtout parce que ça peut être un interrogatoire qui a duré plusieurs jours. Donc, il y a une question d'être soucieux du temps qu'on peut mettre dans un dossier. Personnellement, j'aime relire les transcriptions dans les 48 heures faciles du procès ou de l'interrogatoire du témoin. C'est un procès de longue durée, là. Je veux avoir le témoignage rendu assez frais à mon esprit pour pouvoir réagir justement en salle de cours s'il y a une version différente qui est offerte. Très intéressant. Puis, afin de conclure cette section, est-ce qu'il y a des erreurs courantes à éviter lors des interrogatoires préalables? Admettons, disons un top 3 des plus grandes erreurs qu'on peut faire. Numéro 1, ne pas écouter. Peu importe si on interroge ou nos clients se font interroger. Je pense qu'au niveau des auditeurs puis des praticiens, là, c'est assez clair. Ça fait 15 fois que je le dis. Si c'est 15, c'est pas suffisant. Il faut le dire 20. C'est le plus important. C'est vraiment le plus important. C'est l'écoute. Un équilibre au niveau des interventions. Ça sert à rien d'être inutilement agressif. Oui, on peut formuler des objections. Encore là, il y a une façon de le faire. Parfois, ça peut escalader entre les avocats. Il faut sensibiliser les clients sur le fait que c'est entre guillemets, une game entre les avocats. C'est comme ça. Mais il faut essayer d'être soucieux du nombre d'interventions qu'on fait pour pas nuire à la crédibilité du témoignage rendu par notre client ou nuire au rythme qu'on essaie d'établir et les momentum qu'on veut aller chercher de la partie adverse. Être inutilement agressif. Et impoli. L'impolitesse, que ça vient des avocats ou des témoins, malheureusement, encore cette semaine, je le vivais. Et mon client l'a souligné. Il dit, j'ai trouvé ça intéressant, le commentaire de l'avocat. C'était même pas le témoin. Parfois, c'est le témoin parce que le témoin est irrité. Quand le témoin est rendu à insulter l'avocat, la partie adverse, l'avocat qui l'interroge, ça peut probablement dire qu'on est en train de gagner des points. Parce qu'il est soucieux que là, ça va pas bien. Son mécanisme de défense, c'est de s'attaquer, d'être sur l'offensive, sur la personne, et non pas s'être concentré sur ça doit pas être rare non plus que c'est en réponse à un avocat agressif quand même. Oui, puis chacun a son style. Encore là, c'est vraiment chacun a son style. Et ça leur revient. Et je suis pas là pour juger qu'est-ce qui est mieux ou pas mieux. Je vous parle de mon expérience. Pour ma part, je pense que rester calme et poli, c'est la façon de faire. Et même avec des réactions fortes, que ce soit de l'avocat ou du témoin, on va gagner plus de points, à mon avis, en cours de route et à la fin, en prenant cette approche. On attire des mouches avec du miel, pas avec du vinaigre. Mais c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Pour terminer, quel conseil donnerais-tu à un jeune avocat qui se prépare à son premier interrogatoire préalable, le tout premier? Bien connaître son dossier.
C'est le conseil ultime. C'est la seule façon de manœuvrer dans un milieu où on ne peut pas prévoir les réponses et les réactions des personnes autour de la table. Si vous avez l'occasion de le faire aussi, allez assister à d'autres interrogatoires. Certainement. Puis même de plusieurs avocats différents pour voir les styles de chacun, puis se trouver son propre style. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, le tout premier interrogatoire. Moi, je m'en souviens encore. Panayiotta t'en a parlé tout à l'heure aussi. C'est quelque chose qui est souvent marquant dans une carrière. Parce qu'on arrive à la fin, je vous dirais que le premier interrogatoire que j'ai fait, j'ai fait référence plus tôt, mais la seconde chose que mon mentor de l'époque m'a dit, c'est qu'il ne faut pas s'ostiner avec le témoin. J'étais presque offensée du commentaire, mais en réalité, probablement, j'ai dû réagir à une réponse en trouvant que c'était pas ce que je voulais pour x, y raison. Et j'ai essayé de confronter le témoin, mais d'une façon où c'est sorti un peu agressif. Donc, il a pris ça comme moi qui s'essaie de s'ostiner avec le témoin. Mm-hmm. Mais c'était vraiment fondamental. Et cet avocat m'a vraiment appris. On se prépare et on reste respectueux. On dit pas « Ah ouais, vous pensez ça, vous ». Malheureusement, il y en a encore de ça, puis encore de ça, c'est le style de chacun. Malheureusement, il y a des témoins qui se font influencer par ce type de commentaires. D'où la bonne préparation de nos témoins, de nos clients, de les informer, garder. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas réagir. Restez dans la bulle, répondez aux faits. That's it. Ça finit là. Panayiotta, je t'entends parler depuis, je sais même pas, on n'a pas de timer, plus d'1 heure, plus de 2 heures. On verra qu'est-ce que ça va donner pour la diffusion finale. Et là, je vais te poser la question qui, normalement, arrête tous les avocats ou tous nos intervenants à penser et à pas savoir comment répondre. Le fameux outil du praticien. Moi, je voudrais savoir, Panayiotta, quotidiennement, un outil, un item, un ouvrage, n'importe quoi qui est un incontournable dans ta pratique professionnelle? Je pense que vous allez être surpris de la réponse. Alors, vas-y. Une tablette de papier et un crayon. Pourquoi? Parce que, évidemment, j'ai commencé ma pratique dans un milieu, la technologie y était, mais pas aussi avancée qu'elle est aujourd'hui. Et il y a des gens qui sont très, très confortables avec la technologie, puis les 3-4 écrans. Mais je suis retournée aux sources et les jeunes, les plus jeunes qui commencent leur pratique me demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faciliter le déroulement de la journée et répondre aux besoins des clients, de la cour, des confrères. Et je suis revenue à la tablette de papier et le crayon. Et j'ai remarqué que certains ont commencé à faire cela aussi, malgré qu'ils sont nés dans cette génération vraiment juste de technologie. C'est plus facile. On a trop de reminders, on a trop de pop-up. On est sollicité tellement par les écrans qu'une feuille de papier à notre gauche ou à notre droite avec un crayon qui dit « Aujourd'hui, oublie pas, j'ai 2 choses qu'il faut absolument que je sorte » ou « Il y a quelque chose qui vient de survenir, je vais l'oublier parce que je suis en interrogatoire, mets-moi une petite note sur une feuille de papier à côté, puis prends la feuille de papier, puis jette-la ou conserve-la. » Ça revient à chacun, là. Mais oui, donc mon outil, c'est le papier. Quand on fait le scrum pré-épisode, Sandrine et moi, nous avions nos ordinateurs. Toi, tu avais le script imprimé avec plein de notes manuscrites. Puis même, on parle du crayon et papier. Tu as un pad de papier Ilroy, un crayon pilote. Là, on parle même pas de plume fontaine ou de... C'est même pas ça ton outil. J'ai vraiment le papier, crayon. Et numéro 2, un téléphone. Ouais. Ouais. Appelez les confrères. Ouais. Ben merci, Panayiotta. Merci beaucoup de nous avoir permis de creuser un peu ta tête. Je pense que c'était super important que tu nous éclaires là-dessus. Merci à vous deux, ça fut très intéressant. Merci. Sandrine, comme toujours, merci. C'était excellent, super bien travaillé, super bien préparé. Merci encore. Pour les auditeurs qui veulent recevoir une attestation de formation pour cet épisode, le mot-clé sera ex ante, une locution latine qui signifie au préalable. Rendez-vous dans la section formation continue du site rivercastmedia.com pour plus de détails. Il y a aussi un lien dans les notes de l'épisode. On cherche toujours le mot-clé pour les notes de l'épisode. Puis là, elle me dit, Hugo, qu'est-ce que tu penses de ex ante? Donc, EX-ANTE. Et moi, je lui dis, je ne dirai pas ça. Ça sera ta section de l'épisode aujourd'hui. Et ça veut dire au préalable. Interrogatoire préalable. My God. Donc, nous vous invitons, comme toujours, à vous abonner à Questions de preuve sur vos plateformes de balado pour recevoir automatiquement et gratuitement nos épisodes. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. La plupart de nos choses sont sur Rivercast Media, cependant. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et partager nos épisodes. Vous pouvez aussi communiquer directement avec moi. Si vous avez des idées d'épisodes aussi, ou si vous voulez vous présenter à titre d'invité dans un épisode de Questions de preuve. À la co-animation aujourd'hui, c'était Sandrine Raymond. Merci, Sandrine.
et Maître Panayota Kalantzis du cabinet Terrien Couture Jolicoeur. L'idée originale, réalisation et montage Hugo Martin, à l'équipement audio Sergio Travaglione de Musique Red One, à la recherche Sandrine Raymond, à la prise de son, à l'édition audio et à l'aide à la réalisation Sophie Houle-Drapeau. La productrice est Constance Saint-Pierre qui s'occupe aussi de la gestion, du marketing et de la direction générale, en plus du renouvellement de notre bail ici à Montréal. Ce podcast est une production de Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.